Depuis que je suis petit aussi, ce que je fais, c'est que lorsque j'ai envie de faire quelque chose, je regarde qui l'a déjà fait et ensuite je le copie. Je copie les actions, je copie l'état d'esprit, j'essaie de copier le maximum de choses de la personne qui a déjà ce que je veux et qui a déjà atteint la situation que j'ai envie d'atteindre. Et je pense que ça vient de là. Peut-être que je vois des gens qui sont au stade auquel j'aimerais être et je vois qu'ils prennent des formations, je vois qu'ils se font accompagner et je vois qu'ils lisent des livres, etc. Et du coup, instinctivement, je me dis, bon bah si lui, il le fait et ça marche pour lui, bah si je le fais moi aussi, ça va marcher pour moi. Et je pense que ça vient de là, le fait que j'hésite pas une seule seconde à sortir la CB pour acheter des formations qui me paraissent, tu vois, de qualité, et où je vois un potentiel retour sur un investissement, ou pareil, à me faire accompagner par des gens qui en savent beaucoup plus sur moi sur plein de domaines. Et je vois ça comme des accélérateurs, parce que quelque chose qui m'aurait pris peut-être plusieurs mois ou plusieurs années, au final, grâce à l'expérience de la personne, bah, j'arrive à atteindre passer d'un point A à un point B en beaucoup moins de temps. Et je dis souvent, tu vois, j'ai pris énormément de formations et d'accompagnement. J'ai jamais regretté une seule fois d'avoir acheté une formation ou de m'être fait accompagner, même si parfois ça coûte assez cher. J'ai jamais regretté parce que j'en ai toujours tiré quelque chose. Ça m'a toujours apporté bien plus que ce que j'ai dépensé. Je suis Andy Poiron, entrepreneur et amoureux de sport. Je suis le propriétaire de Away, un centre de coaching hybride à 360 sur Dijon, et également consultant où j'aide les coachs sportifs et les propriétaires de studios, de box CrossFit et de clubs de fitness à développer leur entreprise. Le fitness est une passion et c'est aussi un business. Dans ce podcast, le business du fitness, je vais à la rencontre de personnes ordinaires qui vous partagent leur expérience extraordinaire. Au programme, on parle de leur parcours, de comment elles en sont arrivées là, et également de leurs difficultés, de leurs succès et de tous les éléments qui peuvent vous donner des idées pour votre propre entreprise. Se nourrir des autres est l'un des moyens les plus simples d'accélérer son propre parcours personnel. Donc faites-vous plaisir, écoutez, prenez des notes, laissez-vous inspirer et très bonne écoute. Dans l'épisode du jour, j'ai le plaisir d'inviter Ilias, médecin et coach fitness et nutrition. Il est connu sur Instagram avec plus de 95 000 followers sur le compte The Fit Sapiens, où il partage énormément de contenu sur la perte de poids. On a parlé de plein de choses passionnantes avec Ilias. Comment lancer un compte Instagram, comment réussir dans le business, comment créer du contenu régulièrement, comment monétiser et trouver des sponsors, comment lancer des offres de coaching en partant de zéro, et encore beaucoup d'autres choses. Bref, je ne vous en dis pas plus et je laisse place à ma conversation avec Ilias. Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast Le Business du Fitness. Et aujourd'hui, j'ai la chance d'être avec Ilias. Salut Ilias. Salut Andy, merci de m'avoir invité. Moi, c'est moi qui ai de la chance d'être avec toi là et d'être avec vous du coup. Comme je te disais en off, c'est toujours un plaisir de pouvoir rencontrer des personnes qui font le même job que moi. Et c'est toujours intéressant. Et c'est pour ça aussi que j'ai fait le podcast, c'est que je voulais montrer aux gens qu'il y a une multitude de possibilités pour développer sa passion et en faire vraiment un métier. Parce que bon, la passion, c'est une chose, mais en vivre, c'en est une autre. Et j'aime bien du coup avoir les cultures différentes, voir un petit peu. Et je pense que le marché est en pleine explosion et je pense que ça ne va cesser justement d'aller dans ce sens-là. Ouais, et du coup, pour commencer à rentrer un petit peu dans ta tête et exposer un petit peu aujourd'hui notre discussion, est-ce que tu peux te présenter rapidement? Alors, très rapidement, je m'appelle Ilias, j'ai 29 ans. Je suis maroco-espagnol, donc j'ai vécu la majorité de ma vie au Maroc, mais j'ai beaucoup bougé aussi. Pour la faire courte, donc j'ai fait une partie de mes études au Maroc. Ensuite, je suis parti faire 2 ans de médecine en France. Avec la médecine, ça n'a pas marché en France, du coup, je voulais pas abandonner. J'ai dû trouver une autre solution. Et là, il y avait un ami à moi que j'ai rencontré au Maroc qui m'a dit, viens tester la Roumanie, parce qu'il y avait une filière française. Donc, viens voir de tes propres yeux ce que c'est et tu verras si tu as envie de continuer ici ou pas. Du coup, je suis parti. Ça m'a plu. Je me suis inscrit là-bas. Donc, j'ai fait mes 6 ans de médecine générale, du coup, en Roumanie. J'ai été diplômé en 2020 et ensuite en 2020, j'ai eu à nouveau des envies de changement et je suis parti. Du coup, j'avais le choix entre soit revenir en France, soit revenir au Maroc, soit rester en Roumanie et j'ai choisi l'Allemagne. Donc, j'ai dû partir en Allemagne et là, ça fait déjà bientôt 3 ans
que je suis en Allemagne. Je vis en Allemagne à Cologne, où je me porte très bien là-bas. Et en même temps que la préparation du début de ma spécialité en Allemagne, j'ai passé mes certifications pour être coach, j'ai monté ma page Instagram, et là, ça fait bientôt 2 ans et demi même bientôt 3 ans que j'aide des personnes sur Internet à perdre du poids majoritairement et améliorer leur rapport avec l'alimentation, reprendre un peu confiance en elles et tout simplement perdre du gras en construisant du muscle pour avoir au final un rendu esthétique qui leur plaît davantage, on dira. Ok, excellent, excellent parcours. Et le Ilias tout petit, alors c'était qui? Le Ilias tout petit, c'est à peu près la même personne que le Ilias tout grand, mais avec un corps différent. Mais c'est quelqu'un qui était rêveur, c'est quelqu'un qui était joyeux, qui était créatif aussi. J'aimais beaucoup dessiner à l'époque. Là, ça se retranscrit plus avec les infographies que je faisais sur Insta. Et oui, je dirais que j'ai pas trop changé. Et c'est surtout quelqu'un qui aimait être libre. Depuis tout petit, j'aimais pas trop qu'on me dise quoi faire, ou en tout cas qu'on exerce trop d'autorité sur mes choix et sur ma façon de penser. Et c'est exactement comme ça que je suis aujourd'hui. Donc je dirais que j'ai pas trop changé, j'ai mûri, mais je dis souvent que je suis toujours la même personne que j'étais quand j'étais petit, mais juste avec des années d'expérience forcément de vie derrière et avec un corps un peu différent. Et une envie aussi, je suppose, d'aider les gens, parce que si on regarde le parcours, tu voulais faire médecine, maintenant tu accompagnes les gens dans la perte de poids. Ça a toujours été, toi, quelque chose d'important pour toi? Ça a toujours été important. En fait, je le faisais naturellement à l'époque, vis-à-vis de mes amis, vis-à-vis de ma famille aussi. Donc, c'est pour ça aussi que, comme tu le dis, tu vois, j'ai choisi médecine. Parce qu'au lycée, je savais pas trop vers quoi me diriger. Et je me suis dit, le seul truc qui me vient à l'esprit comme ça, c'est la médecine. En plus, à l'époque, j'étais fan de Dr House. Donc, je me voyais clairement faire ça. Et petit à petit, lorsque j'étais dans le bain, dans le parcours de médecine, je me suis dit, c'est vrai que c'est pas exactement l'idée que je m'en faisais. Il y a beaucoup… Par rapport à quoi? Par rapport au médecin, tu sais, c'est pas mal de traitements. Tu vois, tu arrives avec un symptôme, boum, je te passe le traitement pour que directement on soigne la conséquence. Alors que moi, j'étais plus dans une approche un peu plus globale, c'est-à-dire je voyais plus les choses comme… Je ressentais une frustration à partir de la 3e, 4e année médecine, où je voyais qu'il y avait beaucoup de pathologies qui pouvaient être évitées si on avait une bonne alimentation et qu'on faisait du sport régulièrement. Et je voyais que si tu disais ça aux patients, en fait, ils t'écoutaient pas parce que j'ai l'impression que cette habitude-là d'avoir une réponse à tout et tout de suite, elle est tellement ancrée dans la tête des patients et même un petit peu des médecins que c'est très dur de la changer. Et donc, si le patient il vient vers toi et que tu lui dis, en fait, c'est tout simple, tu dois juste arrêter de manger ça, manger ça, et faire du sport, le mec, il va te dire, mais en fait, je suis pas venu pour ça. Limite, ça, je le savais déjà. Moi, ce que je veux, c'est que tu me passes un traitement, un médicament pour que le problème il se règle tout de suite. Et même dans la tête des médecins, malheureusement, c'est de plus en plus ancré. Et je voyais que la plupart du temps, on parlait presque pas du tout de nutrition. Même dans le parcours médical, on nous a très peu enseigné sur la nutrition, mais vraiment que les termes, les connaissances basiques. Et ça me frustrait un petit peu. Et c'est pour ça que je me suis dit, pourquoi pas aller dans ce domaine-là, vu que je fais partie des deux mondes et je me suis formé à fond là-dedans. Et c'est pour ça que ça m'a donné envie de vraiment développer ça et de, plutôt que guérir, agir sur la prévention de l'apparition des maladies. Ouais, en fait, l'être humain attend toujours d'avoir un problème pour agir, quoi. Et c'est vrai que je me rends compte, alors je sais pas, peut-être que c'est peut-être en train de se développer, mais du côté de l'Angleterre où je voyais des médecins, du coup, tu allais les voir quand ça allait bien, du coup. Et alors peut-être que ça va prendre, je pense, beaucoup de temps, mais oui, ça c'est notre vision un petit peu de se dire, oui, avec une bonne une alimentation correcte et saine, sans être forcément drastique, bouger un petit peu. Enfin, moi aussi, j'ai beaucoup changé en plus de 20 ans là, que je fais que j'étais formé en coaching sportif. Ma vision, effectivement, de comment accompagner les gens et comment les aider, tu aperçois que tu n'as pas besoin non plus d'avoir l'hygiène de vie d'un sportif de haut niveau, quoi. Et je pense qu'il y a c'est malheureux de voir autant de personnes souffrir ou d'avoir des maladies, alors que je pense qu'il ne faudrait pas non plus grand-chose, quoi. C'est ça, il faut juste vraiment des choses de base. Quand tu regardes, que ce soit les datas ou que ce soit juste les habitudes des personnes qui vivent très longtemps,
Tu sais, ils avaient fait des études dans les régions du monde où il y a l'espérance de vie la plus haute, et ils voient qu'au final, c'est juste que les personnes mangent beaucoup de fruits et légumes, ne mangent pas beaucoup presque peu de produits transformés. Elles bougent énormément, ça veut dire généralement, les personnes travaillent jusqu'à l'âge de 80, 85 ans, et même lorsqu'elles arrêtent de travailler, bah, elles restent actives et elles dorment bien. Et après, elles n'ont pas une alimentation non plus c'est pas l'alimentation de Cristiano, quoi, tu vois. Donc, je pense que juste le problème de la nutrition, c'est que ça touche tellement de monde, c'est que tout le monde y va de son petit grain de sel et qu'au final, les gens se retrouvent complètement perdus parce qu'il y a différentes approches et les personnes, monsieur, madame, tout le monde ne sait plus où donner de la tête parce qu'on entend tout et son contraire. Et c'est ça le problème. Et c'est là où j'essaie, moi, d'intervenir et de vulgariser de plus en plus. Là où il y a quelques années, j'étais vraiment, je te disais, tu vois, le jargon scientifique, etc. Aujourd'hui, c'est pas du tout le cas. J'essaie vraiment de simplifier au maximum et je m'adresse pas aux athlètes de haut niveau, je m'adresse vraiment à monsieur, madame, tout le monde qui veut améliorer son alimentation sans pour autant, tu vois, dire au revoir au plaisir de la vie ou changer complètement du jour au lendemain. C'est vraiment petit à petit et c'est des petites habitudes à avoir, à implémenter. Et j'aime toujours réfléchir à dire il faut plutôt rajouter des choses qu'enlever des choses. Donc, plutôt que d'arrêter de manger je sais pas moi, de la charcuterie, du fromage, et ben, rajoute plus de légumes. Plutôt que d'arrêter complètement de boire de l'alcool, bois plus d'eau, tu vois. Et ben, c'est comme ça que j'essaie de voir les choses. Et j'ai l'impression, comme tu as dit, que ça commence à changer petit à petit au UK, donc en Angleterre. En Allemagne, ils ont une approche un peu différente. C'est-à-dire que le médecin va quand même essayer de trouver d'autres alternatives avant de donner directement des traitements. Et après, en France, ça fait quand même pas mal d'années que je ne suis pas dans le système médical français. Je ne discute pas trop avec des médecins ici, donc je ne sais pas comment ça se passe. Mais lorsque généralement ça bouge un petit peu dans les pays européens, tôt ou tard, ça finit par bouger aussi en France. Ouais, je peux voir les médecins, mais je pense que c'est encore. J'ai mal, je te donne un médoc, quoi. Hein, bon, bref, il y a plein de lobbying aussi par-dessus, mais bon, bref, on va pas faire. Voilà, c'est pas l'objectif, mais oui, je pense qu'il y a d'autres voies aujourd'hui, et c'est clair que nous, on s'insère effectivement, on peut s'insérer dans la vie des gens, quoi. Clairement. Et quels sont les enseignements du coup parce que c'est dur, tu as dit que je crois que 2 ans en France, 6 ans en Roumanie. Quels sont les enseignements que tu as pu faire justement par rapport à toutes ces années d'études là? Bah, déjà, ça m'a appris l'empathie, le fait de côtoyer des patients à l'hôpital. Tu vois, comment ça se passe en Roumanie, c'est que les 3 premières années, c'est beaucoup de théorie. Donc, c'est beaucoup de cours en amphithéâtre. Tu n'as pas beaucoup de pratiques à l'hôpital. Tu dois quand même faire des stages de fin d'année obligatoires en hôpitaux. Mais la majeure partie de ton temps, tu vas le passer derrière ton ordi ou derrière un bouquin à apprendre de la théorie. Et à partir de la 3e année, là, tu commences vraiment à passer plus de temps à l'hôpital et la manière de transmettre la médecine, elle change. Ça devient plus de la pratique que de la théorie. Bon, forcément, il y a la partie théorie qui reste très importante pour apprendre, comprendre, et ensuite, tu as quand même des examens écrits, etc. Mais tu as le contact humain qui est beaucoup plus présent. Et forcément, tu vois, quand tu vois des gens qui souffrent, en plus dans la Roumanie, qui n'est pas le pays européen le plus développé non plus en termes de système de soins, les hôpitaux, parfois, ce n'est pas les hôpitaux français, etc. Donc, tu apprends forcément à être empathique et tu apprends à être patient aussi, que le parcours de soins, c'est pas tu viens, on te trouve la solution et bye bye, quand on ne te revoit plus. C'est non, il faut creuser, chercher les causes. Forcément, quand tu as l'anamnèse, tu essaies d'avoir le plus d'informations possible sur le patient. Donc, tu as les antécédents familiaux, antécédents personnels, etc. Donc, moi, en tout cas, ce que ça m'a appris, c'est vraiment de voir la santé comme quelque chose de global et non pas juste spécifique. Et même lorsqu'il y a des symptômes, ça peut être tout et n'importe quoi. Donc, vraiment essayer de trouver tout ce qui est possible et ensuite creuser, chercher, être dans la réflexion constamment et tu as une hypothèse, tu vois, lorsque tu as un diagnostic, c'est vraiment une hypothèse, tu la testes et ensuite adapter. Et c'est comme ça que j'essaie de voir les choses un petit peu. Et même au niveau du coaching, je peux faire le parallèle parce que lorsque tu vois, il y a tout et n'importe quoi qui peut marcher pour perdre du poids. Au final, c'est
appliquer un déficit calorique sur une très longue durée. Mais il y a certaines personnes, peut-être ça va être avec le jeûne intermittent que ça va bien marcher. D'autres personnes, ça va être peut-être en comptant les calories. D'autres personnes, ça va être sans forcément compter les calories, mais juste en adoptant des... Donc, il y a tout et n'importe quoi qui peut marcher. Il faut juste trouver la méthode qui marche pour chaque individu. Parce que tout le monde est différent au final. Exactement. Et du coup, comment se fait cette transition? Est-ce que quand tu es en Roumanie, sur tes dernières années, tu penses déjà à ça ou comment se fait cette fameuse transition? Bah écoute, moi, j'ai toujours été intéressé par ce sujet-là, tu vois, je crois que la première fois que j'ai mis les pieds dans une salle de muscu, ça devait être vers les alentours de 17-18 ans. Et direct, tu vois, limite coup de foudre avec la salle parce que j'ai testé plein de sports avant, mais j'avais pas encore trouvé le sport qui allait me faire tenir sur le long terme. Et avec la muscu, ça a été direct, mais forcément, comme tu t'en doutes, quand tu as 17-18 ans, on n'avait pas accès à autant d'informations qu'aujourd'hui. Donc, mes connaissances, elles étaient même pas basiques, je dirais. J'avais des connaissances niveau bébé. Et petit à petit, plus tu avances, plus il y a eu le développement des réseaux sociaux, etc. Tu commences à te documenter. J'ai commencé à vivre seul aussi. Donc, la nutrition, c'est plus papa, maman qui s'en occupe. C'est directement toi qui fais tes courses et qui fais tes plats, etc. Donc, petit à petit, j'ai commencé à accumuler des petites connaissances. Et c'est vraiment, je dirais, à partir de la 4e année, où j'ai commencé à me documenter réellement sur le sujet, mais au début, c'était que pour moi-même. Donc, tu vois, j'achetais des formations à droite, à gauche, je regardais beaucoup de vidéos YouTube, je lisais des livres à ce sujet-là. Et bah, de fil en aiguille, ça m'a de plus en plus intéressé. Et en 6e année, je me suis dit, bah, écoute, pourquoi pas ce que tu apprends, pourquoi pas créer une page sur Insta et transmettre tout simplement ce que tu apprends. Et si ça peut m'aider moi, ça peut peut-être aider d'autres personnes. Et du coup, c'est ce que j'ai fait. Mais au début, tu sais, avec le petit syndrome de l'imposteur, je n'osais pas forcément me montrer, je ne me sentais pas légitime. Donc, c'était vraiment des informations. Et les informations n'étaient pas aussi, on va dire, aussi complètes qu'elles peuvent l'être aujourd'hui. Donc, en tout cas, je me suis lancé, j'ai commencé à créer ça petit à petit. Et c'est vraiment, une fois que j'étais diplômé en 2020, que je suis parti en Allemagne, ça a coïncidé pile avec le Covid. Donc, je suis arrivé en Allemagne, c'était directement confinement pendant des mois et des mois. Et je me suis dit, bah écoute, bah, pourquoi pas en profiter pour passer une certification, vraiment approfondir mes connaissances là-dedans et continuer à partager beaucoup plus sérieusement parce que forcément, quand tu es en médecine, surtout la dernière année, j'avais la thèse à préparer, j'avais l'examen final aussi à préparer. Donc, le contenu, il était vraiment irrégulier. Voilà, c'est ça, tu vois. Et bah là, par contre, la première année en Allemagne, j'y suis allé à fond. Et c'est là, d'ailleurs, bah, tu vois, pas de surprise, que ça commence à apprendre. Et moi aussi, j'ai pris en confiance. Donc, j'ai commencé à me montrer, etc. Et petit à petit, ça a pris. Excellent. Le fitness en Roumanie, c'est comment? C'est structuré comment? Tu as 2 cases, je dirais. Tu as pour ceux qui ont les moyens et ceux qui n'ont pas trop les moyens. Ceux qui ont les moyens, bah, c'est des salles tout aussi bien qu'en France, même mieux. Et généralement, ce que j'ai remarqué, tu vois, même là, quand j'ai bougé pas mal en Asie, c'est que dans les pays en voie de développement, le niveau de vie n'est pas cher, mais les produits de luxe sont plus chers qu'en Europe. Donc, tu vois, l'exemple classique, c'est à Bali où la salle de sport, c'est minimum 60 € le mois, quoi. Et ça peut monter jusqu'à 200 € le mois pour une salle, je dirais pas basique quand même, mais pour une salle, normalement, tu payes pas 250 € l'abonnement pour une salle de sport. Et bah, en Roumanie, c'est un peu pareil. Donc, c'est pas aussi cher, mais ça peut. Moi, je me rappelle que je payais l'abonnement 60 € le mois. Et mais bon, tu as accès à une piscine, un sauna et le matériel, c'est du matériel techno-gym, donc tu vois, comme dans les fitness parks. Donc là, de ce côté-là, tu as accès à, il y a des coachs et tout ça, mais si tu vas dans d'autres petites salles, là, c'est à l'ancienne, un peu plus comme au Maroc, où c'est les coachs, limite, c'est les anciens qui sont là pour te donner 2-3 conseils. Le matériel, il est un peu moins de qualité, mais par contre, c'est des gens qui sont là pour travailler, qui sont pas là pour rigoler, qui viennent. En plus, je te laisse imaginer les gros Roumains, les vieux Roumains qui sont pas, qui tirent en plus une tête d'enterrement. Ils sont pas là pour rigoler. T'as pas envie de leur demander conseil. Donc il y a un peu ces deux écoles-là, mais je dirais que c'est assez implanté, mais pas encore. C'est pas non plus une culture là-bas le fitness. C'est plus, tu vois, pour les gardes du corps, les videurs, et petit à petit la jeunesse qui commence maintenant forcément, tu vois, avec les réseaux, qui commencent à s'y intéresser, qui commencent, bah, les mecs qui veulent être musclés, les nanas elles veulent être bien galbées, donc ça commence à se développer à ce niveau-là.
Il y a, c'est quoi? C'est des structures indépendantes ou il y a un peu de franchise comme, parce que nous, c'est beaucoup, enfin en France notamment, il y a beaucoup, beaucoup de franchises. C'est structuré comment si, Alors, là-bas, tu sais? ça commence à être franchisé. Tu Ok. commences à avoir des franchises même internationales dans les grandes villes. Mais sinon, si tu voyages dans les petites villes, c'est beaucoup de franchises indépendantes. Pardon, c'est beaucoup de structures indépendantes. Ok. Et est-ce qu'il y a des influenceurs romains dans le fitness ou autre? Tu t'étais intéressé un petit peu? L'un des plus connus, je sais pas si tu vois, c'est qui? Andrei Riou, je crois, il s'appelle quelque chose comme ça. Ah oui, oui, oui. Lui, il est roumain, par exemple, tu vois. Ok, ok, ok. Donc lui, il a des millions et des millions d'abonnés. Mais sinon, oui, c'est sûr, il y en a. Mais après, je ne me suis pas forcément intéressé plus que ça, avec que je suis dans le domaine francophone. Et anglophone, j'étais plus là-dedans que dans le domaine roumain. Mais oui, c'est sûr et certain qu'il y en a. Yes. Ce que tu m'as dit aussi, et je pense que c'est important de le souligner, cette faculté à investir dans des programmes, dans des livres. Ça, je m'aperçois encore que c'est pas, ça paraît logique, mais je m'aperçois que c'est pas commun à tous. Qu'est-ce qui fait que toi, tout de suite, tu as cette culture de quand tu veux apprendre quelque chose, bah, ouais, ça te paraît logique d'investir et d'apprendre des choses. Ça t'est venu d'où, ça? Franchement, je pourrais pas te dire si ça m'est venu d'où. Je pense que depuis que je suis petit aussi, ce que je fais, c'est que lorsque j'ai envie de faire quelque chose, je regarde qui l'a déjà fait et ensuite je le copie. Je copie les actions, je copie l'état d'esprit, j'essaie de copier le maximum de choses de la personne qui a déjà ce que je veux et qui a déjà atteint la situation que j'ai envie d'atteindre. Et je pense que ça vient de là. Peut-être que je vois des gens qui sont au stade auquel j'aimerais être et je vois qu'ils prennent des formations, je vois qu'ils se font accompagner et je vois qu'ils lisent des livres, etc. Et du coup, instinctivement, je me dis, bon, bah, si lui, il le fait et ça marche pour lui, bah, si je le fais moi aussi, ça va marcher pour moi. Et je pense que ça vient de là le fait que j'hésite pas une seule seconde à sortir la CB pour acheter des formations qui me paraissent, tu vois, de qualité et où je vois un potentiel retour sur un investissement, ou pareil, à me faire accompagner par des gens qui en savent beaucoup plus sur moi sur plein de domaines. Et je vois ça comme des accélérateurs parce que quelque chose qui m'aurait pris peut-être plusieurs mois ou plusieurs années, au final, grâce à l'expérience de la personne, bah, j'arrive à atteindre passer d'un point A à un point B en beaucoup moins de temps. Et je dis souvent, tu vois, j'ai pris énormément de formations et d'accompagnement. J'ai jamais regretté une seule fois d'avoir acheté une formation ou de m'être fait accompagner, même si parfois ça coûte assez cher. J'ai jamais regretté parce que j'en ai toujours tiré quelque chose. Ça m'a toujours rapporté bien plus que ce que j'ai dépensé. Et ça, c'est aussi un mindset. C'est aussi un mindset parce que il y a des gens, ils te disent, ouais, j'ai acheté un truc et ils sont toujours en train de dire, ouais, mais j'aurais préféré. Alors qu'il y en a d'autres, et je pense que c'est ton cas et c'est aussi mon cas, c'est que, OK, sur une formation, sur, je sais pas, alors je sais pas, sur la durée ou autre, tu vas pas apprendre constamment, tu vas pas être toutes les minutes, ah ouais, ah ouais. Non, en fait, toi, tu es venu chercher où il y a un petit truc dans la formation qui a fait que ça t'a débloqué quelque chose. Et en fait, moi, je me concentre. C'est pour ça que je dis que toutes les expériences que j'ai faites en formation, consulting, enfin bref, ça m'a toujours apporté quelque chose. Et même s'il y a des fois, c'était peut-être en deçà au niveau du contenu, ça m'a débloqué d'autres choses et ça m'a fait prendre conscience que, ah ouais, mais ça, je ne voudrais pas le reproduire. Et en fait, je trouve toujours enfin, je suis un peu ce côté-là, un peu monde bisounours où je vois le verre à moitié rempli que complètement vide. Et j'ai l'impression que toi, tu es un peu dans ce côté-là également, quoi. C'est exactement ça. Franchement, tu as tout dit. Moi, je pars du principe que si la formation, elle m'a apporté ne serait-ce qu'une seule chose, c'est gagné. Parce que je suis passé d'un point A à un point B. Ça m'a débloqué quelque chose et forcément, je vais voir les choses différemment et je vais aussi appliquer différemment. Si mon mindset il change ou si mes idées elles changent par rapport à quelque chose, forcément mes actions vont changer par rapport à cette chose-là aussi. Et parfois, comme tu dis, ça me permet soit de renforcer des choses que j'avais déjà vues, parce que quand tu achètes plein de formations dans le même domaine, forcément, il y a des choses qui vont se répéter. Et donc, tant mieux, parce que, tu sais, on a besoin d'être exposé à plusieurs fois à l'information pour que ça rentre. Ça, moi d'ailleurs, je n'hésite pas à répéter autant de fois qu'il le faut des choses sur la perte de poids, parce que je me dis, même si la personne l'a déjà entendu 1, 2, 3, 4 fois, eh ben, ça ne va pas faire de mal si elle l'entend 5, 6, 7, 8 fois. Parce qu'il faut vraiment… et parfois, tu peux l'entendre pendant des années, mais toi-même, ton environnement sera différent. Et du coup, peut-être que tu vas le percevoir différemment. Donc, c'est toujours bien d'être réexposé à des informations. Et parfois, au contraire,
tu vas être exposé à différents points de vue sur un même sujet. Et peut-être que le point de vue que tu avais déjà, auquel tu étais déjà exposé, il ne te correspondait pas forcément, et que juste le fait de voir la chose d'un autre angle de vue, bah, ça va beaucoup plus résonner avec toi et ça va te débloquer quelque chose dans ton esprit ou dans tes actions. Donc, c'est toujours bien. Et comme tu dis, tu vois, je pars du principe pour ne pas être déçu. Si un livre m'apporte une idée de plus ou si une formation m'apporte qu'une seule chose de plus et que tu passes à l'action derrière et que bah, ça te rapporte des résultats, c'est jamais un investissement que tu as foutu en l'air. Mais par contre, c'est un état d'esprit à avoir et il faut appliquer parce que tu peux avoir tout le savoir du monde. Si tu n'appliques pas et que tu as toujours le même comportement, bah, là, oui, on peut dire que les formations n'ont servi à rien. Donc, c'est question à la fois de mindset et de mise en action de ce que tu apprends. Ouais, puis ça dépend aussi de là où tu en es. Si je prends ne serait-ce qu'un seul livre, et j'aime bien, moi, relire les bouquins, et tu peux être sûr que si je relis le bouquin, je le vois d'une manière différente où je me dis, tiens, mais je ne l'avais pas lu la dernière fois, ce truc-là, où ça ne m'avait pas autant marqué. Parce qu'en fait, toi aussi, tu évolues ton chemin de. Donc, c'est clair que même si on réécoutait les formations, moi, j'aime bien revenir sur des points intéressants. Et c'est vrai que, bizarrement, tu vois le contenu différemment. Je ne sais pas si ça te fait la même impression, mais Ouais. c'est assez bluffant. Ouais, totalement. Il y a certains livres qui m'ont beaucoup marqué, que j'aime bien relire. Généralement, j'aime bien changer le format. C'est-à-dire, si la première fois, je l'ai lu, bah, la deuxième fois, je vais plutôt l'écouter en audiobook, tu vois. Et juste ça, bah, c'est une fois de plus, tu vois les choses différemment. Et il y a des choses que tu oublies. Que le cerveau, il ne peut pas stocker toutes les informations. Et juste ça, bah, ça te permet de dire, soit de réviser, tant mieux, parce que c'est toujours bien, ou soit de réapprendre et donc de réappliquer et d'avancer. Pour moi, plus tu apprends, et bah, plus tu vas avancer. Et pour toi, c'était une évidence de démarrer par Instagram, ou qu'est-ce qui a fait que tu as choisi Instagram pour partager? Et ça, c'est aussi une chose importante pour ceux qui nous écoutent, c'est montrer votre travail le plus rapidement possible. Moi, à l'époque, quand j'ai démarré, ça n'existait pas, mais c'est clair que le plus vite possible, plus tu montres ton travail. Alors, c'est vrai qu'il faut faire abstraction à ce syndrome de l'imposteur, mais plus tu vas justement documenter ton savoir, bah, plus c'est un peu comme les intérêts composés, hein, plus tu vas t'exposer le plus rapidement possible, plus tu vas récolter le fruit de ton travail d'année en année, quoi. Ah, c'est exactement ça. Et bah, pour répondre à ta question, pour moi, c'était une évidence parce que c'était le réseau qui était en pleine expansion. C'était le réseau sur lequel je passais le plus de temps. Et aussi, je me disais, c'est le réseau où à la fois il y a les personnes qui m'inspirent, qui sont présentes dessus, et où il y aurait potentiellement l'audience que je vise. Donc, tu vois, la réunion de ces 4 paramètres-là fait que pour moi, c'était clairement une évidence. Et je me suis dit, bon, bah, go à fond Instagram. Mais Instagram de l'époque, c'était pas le Instagram de maintenant. Et quand je dis à l'époque, c'est juste il y a 3 ans. Ça a beaucoup changé en 3 ans. Et pareil, tu dois te former parce que tu te lances un peu à corps perdu. Mais il y a pas mal de paramètres à prendre en considération. Mais le plus important, c'est juste de passer à l'action, de commencer et de s'améliorer par la suite. Parce que si tu essaies d'avoir toutes les conditions parfaites avant de commencer, tu vas jamais commencer. Et ça, je le dis pour ceux qui nous écoutent et je le répète pour moi aussi, parce que des fois, j'ai d'autres projets dans lesquels j'aimerais bien me lancer, mais je me dis, bah, attends, il faut que j'achète cette caméra, attends, peut-être qu'il me faut ce micro-là. Non, tu vois, commence. Tu as envie de faire un podcast, fais un podcast. Tu amélioreras le setup par la suite. Si tu as envie de faire YouTube, fais une vidéo YouTube et t'amélioreras parce que la qualité vient toujours au départ avec la quantité. Il faut passer par une période où tu vas me faire un maximum de volume, où tu vas faire un maximum de vidéos, un maximum de podcasts, un maximum de posts Instagram. Mais ton premier post, ton premier épisode de podcast, ta première vidéo YouTube sera nul à chier. Mais par contre, ton 500e post, ton 500e podcast ou ta 100e vidéo YouTube sera excellente. Mais pour arriver à ce stade-là, il faut commencer et il faut y aller petit à petit et à chaque fois améliorer une seule chose. Et si tu te concentres sur une seule chose à améliorer à chaque fois que tu crées, bah forcément, tu vas t'améliorer petit. Et on en revient aux intérêts composés. À la fin, tu vas avoir une amélioration de dingue qui va se faire sur la durée, mais au moins, elle sera présente, cette amélioration-là. Alors que si tu t'étais jamais t'étais jamais passé à l'action, bah forcément, tu serais resté là où tu étais et rien n'aurait changé. Yes. Et
Sur Instagram, bon, tu as craqué le code là parce que tu vas avoir 100 000 personnes, je crois. Ça fait 3 ans. 6 mois aujourd'hui, voilà, j'ai pas de compte Instagram. Je veux me lancer. Quels sont les raccourcis que tu pourrais me donner pour perdre le moins de temps possible, même si j'ai compris que c'était aussi le fait de poster qui va faire que. Ça aussi, c'est important de le rappeler, mais voilà, le tout de suite, c'est un peu comme nos clients. Je veux perdre 20 kilos en 3 semaines. Voilà, c'est la même chose dans le business. Mais est-ce que tu pourrais nous partager des choses que tu as pu comprendre depuis que tu es sur Instagram? Ouais. Alors, la chose la plus importante à comprendre, c'est le but du réseau social. Instagram, le but de l'algorithme, c'est de montrer le bon contenu face à la bonne personne pour que cette personne-là reste le plus longtemps possible sur la plateforme pour qu'elle puisse être exposée à des publicités. Et c'est comme ça que la plateforme gagne de l'argent. Parce que Instagram, c'est gratuit. Tu ne payes pas pour consommer du contenu. Forcément, c'est une entreprise qui doit gagner de l'argent. Donc, ils ont un but, c'est de gagner de l'argent via les revenus publicitaires. Et pour ça, il faut que tu restes le plus longtemps possible. Donc, une fois que tu comprends ça, ton but à toi, ça va être de créer le meilleur contenu pour ton audience, pour la meilleure audience possible. Donc, il faut que tu choisisses une audience et que tu te renseignes un maximum sur cette audience-là. C'est quoi ses problèmes, c'est quoi ses désirs, c'est quoi ses peurs, qu'est-ce qu'elle n'arrive pas à faire, qu'est-ce qui bloque, c'est quoi son quotidien. Et une fois que tu te renseignes là-dessus, créer du contenu sur comment je peux aider cette personne-là au maximum. Au départ, je te dirais même pas de te concentrer sur le format. Est-ce que tu fais des vidéos? Est-ce que tu fais des carousels? Est-ce que tu fais… Non, juste commence par, dis-toi, comment je peux aider cette personne-là au maximum. Et ensuite, bien sûr, si tu veux mettre toutes les chances de ton côté, essaie de varier ton contenu, déjà pour découvrir toi ce que tu aimes. Peut-être que tu es quelqu'un qui va être hyper à l'aise en format vidéo, donc peut-être que tu vas réussir à transmettre ton information beaucoup mieux grâce aux vidéos. Peut-être qu'au contraire, tu n'es pas très fort en vidéo, mais que tu es un excellent copywriter, donc tu vas faire des descriptions de fou ou des carousels aussi qui marchent du tonnerre. Peut-être que tu es très bon dans la création d'infographies ou de design, et dans ce cas-là, peut-être que les posts en format unique, ça va plus être pour toi. Donc, essaye de diversifier un petit peu, et en diversifiant, tu vas voir déjà ce qui marche pour toi, ce qui marche pour ton audience cible, et aussi ce que tu aimes faire. Et une fois que tu trouves ces 3 choses-là, soit tu essayes de diversifier un petit peu et de faire une fois une vidéo, une fois un carrousel, une fois un post, une image unique, ou sinon tu vas à fond dans la direction que tu aimes. Donc, si toi, tu aimes faire des vidéos, tu fais que des vidéos, et limite, tu te renseignes là-dessus, tu te diversifies là-dessus, et tu vois ce qui marche pour toi et ce qui marche pour ton audience cible, et tu continues, tu vas à fond là-dessus. Donc, il n'y a pas vraiment… Le plus important, comme tu as dit, c'est, si je devais résumer, tu vois, la réussite sur Instagram, c'est poster le maximum possible, le plus longtemps possible. Si tu fais ça, tôt ou tard, franchement, tôt ou tard, le compte va prendre et tu vas gagner des abonnés. Même si le but, une fois de plus, tu vois, c'est pas de gagner le maximum d'abonnés. Et ça, j'ai mis du temps à le comprendre et à l'assimiler. Le but, c'est de gagner… Déjà, le premier but, c'est d'aider un maximum de personnes. Et le deuxième but, c'est de gagner un maximum d'abonnés qualifiés. Des gens qui vont forcément s'intéresser à ton travail, connecter avec toi, avec tes valeurs, et qui, par la suite, vont se dire, OK, ce mec-là m'a aidé grâce à son contenu gratuit. Si ce contenu gratuit m'a aidé, qu'est-ce que ça doit être avec son accompagnement payant? Et c'est ça, ou avec ses produits digitaux payants. Et c'est ça vraiment le but. Donc, il ne faut pas chercher à juste gagner un maximum d'abonnés. Il faut vraiment essayer de créer une connexion et à transmettre tes valeurs à toi pour aider le maximum de personnes tout en t'aidant toi-même et ton business. Ok, donc j'ai compris que je devais tester plusieurs accroches, vidéo, carrousel ou autres. En ce qui concerne les stories, les lives, est-ce que tu as testé des choses? Est-ce que tu as pu voir des choses qui fonctionnaient? Ouais, j'ai testé story, je poste assez régulièrement et c'est pas forcément ça qui va t'apporter. C'est pas ça du tout qui va t'apporter des abonnés. Mais par contre, c'est ce qui va convertir exactement les abonnés qui sont déjà là. Ils vont beaucoup plus connecter avec toi via tes stories que via les posts, parce que là, les stories, c'est quelque chose de plus intime quand même, où tu vas peut-être montrer un peu plus les behind the scenes, un peu plus ton quotidien, un peu plus, tu vas être beaucoup moins pro généralement que sur les posts sur le feed. Donc ça permet de connecter. Les lives, j'ai essayé ça décembre dernier.
je m'étais lancé le défi de faire un live par jour avec des invités à chaque fois pendant un mois. Et j'ai remarqué que les gens n'aimaient pas trop les lives parce que tu sais, c'est comme si c'était un peu du contenu imposé. La magie d'Instagram, c'est que tu peux consommer le contenu que tu veux, quand ça t'arrange le plus. Le live, malheureusement, c'est si tu rates le début, tu arrives en plein milieu, tu sais pas trop de quoi ça parle, tu es un peu perdu. Et en plus de ça, tu es obligé de le regarder en direct, sinon c'est perdu. Donc, j'ai remarqué qu'en tout cas, pour le contenu éducatif, c'est pas quelque chose qui marche forcément pour moi. Et j'ai l'impression que même en tant que consommateur, j'aime pas trop assister au live. C'est quand je vois quelqu'un qui est en live qui m'intéresse, que ce soit une personnalité ou quelqu'un que je suis sur Insta, je vais cliquer dessus par curiosité. Je vais peut-être rester 10-15 secondes et ensuite je vais partir. Il suffit que ça ne soit pas le sujet qui m'intéresse et je vais partir. Et par rapport au replay, pareil, mais je trouve que le format de consommer les replays n'est pas ouf. Tu vois, je préfère largement regarder une vidéo YouTube longue au format paysage avec une bonne qualité, un bon son, qu'un live Instagram qui va être tourné avec le téléphone, avec une qualité vidéo pas ouf, le son aussi pas ouf. Donc, j'ai remarqué que c'était un format qui, moi, ne me correspondait pas à la fois en tant que consommateur, mais aussi à la fois en tant que créateur. Donc, j'ai directement délaissé ça de côté. Mais ça m'a donné envie de créer quand même un format qui est un peu plus long. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, avant de partir en vadrouille en Asie, j'avais commencé les podcasts parce que c'est excellent. C'est un excellent format de transmettre une information un peu plus sur la durée et un peu plus en profondeur que sur Instagram où c'est vraiment juste l'essentiel et les gens n'ont pas de temps à perdre. Donc, au moins, tu vois, le fait d'avoir testé les lives, ça m'a donné envie de créer des podcasts, de m'intéresser au podcast. J'ai acheté une formation sur comment créer son podcast et ensuite, je suis passé à l'action et je crois que j'ai 7 épisodes de podcast maintenant. Et même ça m'a donné d'autres idées sur comment j'ai envie de développer le podcast. Est-ce que j'ai envie de faire des épisodes solo, des interviews, etc. Donc, même si en soi, c'était un échec, le challenge de faire un live par jour parce que niveau connexion et niveau engagement, ça n'a pas du tout marché, on va dire les termes, mais c'était une réussite parce que… C'était quoi? C'était un sujet par jour, c'est ça? C'était quoi Exactement. En fait, tu sais, j'avais fait une sorte de calendrier de l'Avent, juste avant Noël, où chaque jour, j'avais un invité dans le domaine de la nutrition et du sport, et c'était vraiment des comptes très connus, tu vois, notamment Claudia, j'ai fait un live avec elle, Charlie, j'ai fait un live avec lui, vraiment des gens qui avaient beaucoup d'abonnés, qui savaient… Comment tu fais pour faire un live à deux? La fonction, il y a une fonction qui le permet? Exact, tu dois te connecter, ensuite inviter la personne et la personne doit accepter. Donc, tu vois, même ça, même parmi, c'était un peu galère. Des fois, il y avait des problèmes de connexion, etc. Donc, c'était pas ouf, mais on a pu discuter de sujets hyper importants et c'était les personnes qui étaient présentes en tiraient beaucoup de valeur. Mais quand je regarde les vues, les stats un petit peu des replays, c'est pas ce qui marche le mieux. Donc, forcément, j'ai très rapidement mis ça de côté parce que j'ai vu que c'est pas ce que l'audience recherchait directement et que moi aussi, j'en tirais pas un maximum de plaisir, même si ça me fait toujours plaisir de discuter avec des gens hyper intéressants qui sont calés dans un sujet. Mais du coup, ça m'a donné envie l'idée du podcast et c'est pour ça que je considère ça comme une réussite au final. Oui, il n'y a jamais d'échec. C'est soit tu réussis, soit tu apprends. Donc, l'important, c'est de retirer voilà. Par rapport à ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'en retire et quelles sont les choses que je peux mettre en place par la suite, quoi. Et hashtag, ça vaut encore le coup ou est-ce que parce que c'est vrai que maintenant, forcément, la plateforme, elle date un peu et pour que les gens tombent sur ton contenu, forcément aujourd'hui, c'est quand même plus difficile. Est-ce qu'il y a encore, est-ce que les hashtags, c'est encore quelque chose d'intéressant? Qu'est-ce que tu as pu tester de ce côté-là, toi? Tu vois, je te pose une question toute simple et je pose à ceux qui nous écoutent aussi. Est-ce que vous, quand vous allez sur Instagram, vous allez dans la barre de recherche et vous tapez des hashtags pour trouver le contenu qui vous plaît? Donc, 90% des cas, la réponse, ça va être non, parce que notre méthode de consommer Instagram, elle a complètement changé. Avant, dès que tu avais une envie, je sais pas, tu partais dans la barre de recherche, tu tapais peut-être hashtag perte de poids et tu avais le contenu qui te proposait. Aujourd'hui, c'est pas comme ça que ça marche. Donc, tu as soit des comptes, tu vas t'abonner à un compte qui va te plaire, qui va t'intéresser et tu vas avoir des suggestions d'autres comptes et c'est comme ça que tu vas découvrir d'autres personnes ou tu vas découvrir d'autres personnes parce que maintenant, dans le feed, il n'y a pas que les gens que tu suis qui vont apparaître, il y a aussi des suggestions en fonction du contenu que tu as consommé ou sinon, ça va être tu vas voir un compte que tu aimes bien qui va partager ou faire un post avec un autre compte que dans le même domaine. Donc, les hashtags, aujourd'hui, je dirais que ça sert pas vraiment à grand-chose. Même en termes d'engagement,
Tu sais, il y a plein de gens qui disent oui, il faut mettre 11 hashtags, oui, il faut mettre 3 hashtags, non, il faut mettre 5 hashtags. Tu peux, si tu veux en mettre, mets-en. Si tu veux pas en mettre, n'en mets pas. C'est pas ça qui va changer grand-chose. Et une fois de plus, tu vois, vraiment, c'est juste la cerise sur le gâteau. Si de base, ton contenu n'est pas ciblé pour la bonne personne et n'est pas au bon format et n'est pas qualitatif et surtout que tu n'es pas régulier, ne focus pas sur le hashtag. C'est comme, tu vois, quand on parle de perte de poids, si tu n'es pas en déficit calorique, tu n'as pas les bons macros, que tu n'as pas réglé ton sommeil, il ne va pas te demander quel supplément, quel complément alimentaire va marcher. Il faut vraiment construire les bases de la pyramide et ensuite, plus tu avances, plus tu optimises et plus tu peux te dire, OK, quel hashtag, est-ce que je dois utiliser des hashtags ou non et quel hashtag je dois utiliser. Donc, je dirais que c'est vraiment pas la priorité. Et même moi, tu vois, récemment, quand je poste des trucs, je teste un petit peu, tu vois, des fois, je vais mettre peu de hashtags, d'autres fois, je vais mettre beaucoup de hashtags et c'est pas ça qui va… Là, ce que j'ai remarqué récemment, c'est que c'était les enregistrements. Plus un post va être enregistré, et plus il a de chances d'être montré à une audience de non abonnés. Ok. Donc c'est ce que j'ai remarqué récemment. Et c'est ça, déjà, il n'y a pas un seul algorithme, il y en a plusieurs sur Instagram, et ils sont constamment en train de changer. Donc il faut tester et regarder les stats, regarder ce qui marche à la fois chez toi, mais aussi à la fois chez les autres personnes qui font pareil que toi. Suivre un peu les gourous d'Instagram, que ce soit directement du côté d'Insta avec les pages. Ils ont une page créateur où ils donnent directement des conseils sur eux, ce qu'ils conseillent à faire pour les créateurs, ou sinon le boss d'Instagram, Adam Mosseri, ou ceux qui sont calés sur Instagram, il y en a plein qui donnent 20 000 conseils. Donc regardez un petit peu la ligne directive, là où ils se rejoignent un petit peu tous, et ensuite mettre en action et voir si ça marche. Si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, essayez d'adapter. Donc, les Reels, tu fais, toi? J'avais fait à un moment donné, j'avais fait. Après, c'était pas ce qui me correspondait le plus. Et aussi, je t'avoue, par un peu, par zone de confort, j'avais un petit peu arrêté parce que forcément, c'est là où j'étais le moins bon. Mais là, une de mes résolutions vraiment pour à partir de septembre de la rentrée, c'est de bombarder beaucoup plus sur le contenu vidéo parce que il y a énormément d'avantages. Parce qu'une fois de plus, la façon de consommer a changé. Maintenant, tu as envie de voir la personne, tu as envie d'entendre sa voix, tu as envie de directement voir ses mimiques, et même le fait de transmettre le message par vidéo, je trouve que il y a quelque chose de plus qui se passe en termes de connexion et aussi en termes de personal branding. Il n'y a pas mieux que la vidéo pour connecter avec ton audience. Donc, c'est quelque chose sur lequel je vais beaucoup plus miser. Et ensuite, je verrai. Si ça marche pour moi et pour mon audience, je vais continuer là-dedans. Si ça marche pas, je pense que je vais garder une base de contenu vidéo, mais sans délaisser pour autant le reste. Et ton setup, du coup, sur Instagram, en termes d'outils, je suppose que tu n'as pas énormément de choses, ou est-ce que tu as une caméra, des choses un peu complexes, ou peut-être au fur et à mesure, tu as complexifié ça? Non, franchement, pour l'instant, c'est… au début, tu n'as vraiment besoin que de ton smartphone. Donc, que ce soit un iPhone ou un Android, tu peux quasiment tout faire avec. Tu as plein d'applications maintenant qui peuvent t'aider par rapport à ça, encore plus aujourd'hui avec la création de contenu. Bon, si tu veux aller un peu plus vite, un ordi ou un Mac. Comme ça, tu peux directement, par exemple, si tu crées des infographies ou des carousels, tu as Canva, tu as Photoshop. Tu peux directement aller dans le Creator Studio de Meta pour préparer, programmer tes publications, pour répondre aux commentaires. C'est plus rapide aussi directement sur clavier. Et ensuite, une fois que tu as le téléphone, le Mac ou l'ordi, franchement, le setup, il est déjà complet à 90%. Après, si tu veux upgrader, tu as les caméras. Moi, j'en ai toujours pas acheté une pour améliorer la qualité de tes vidéos. C'est un micro à la limite pour améliorer aussi la qualité de ton son. Mais ça aussi, tu vois, c'est… par la suite. Il ne faut pas chercher à avoir les conditions parfaites avant de faire ta première vidéo, avant de faire ton premier post, etc. Il faut vraiment que tu commences avec le produit de base et ensuite tu optimises petit à petit. Okay. Après, en termes d'outils, si c'était ça ta question. Par contre, en termes d'outils, plus tu vas bosser, plus tu vas améliorer ton processus de création de contenu. Et forcément, là, par contre, j'utilise pas mal d'outils, que ce soit pour avoir des idées, pour créer des descriptions, pour créer des posts, pour créer des infographies, etc. Là, petit à petit,
tu te documentes forcément à droite à gauche et tu te crées toi-même ton système de création de contenu et ce qui accélère beaucoup plus le processus et ce qui fait que c'est beaucoup plus viable sur le long terme parce que forcément, quand tu vas commencer, tu vas être beaucoup plus lent que lorsque tu seras en plein dedans et que tu auras trouvé ton rythme de croisière. Le syndrome de la page blanche, c'est souvent une objection qu'on me dit. Oui, mais on me dit, moi, en création de contenu, je ne sais jamais trop quoi dire ou je pense que j'ai fait le tour. Je suppose qu'on passe aussi peut-être tous par là un moment. Comment toi tu fais aujourd'hui avec ton expérience? Je suppose que tu as plein d'idées de contenu et puis tu réadaptes aussi le contenu. C'est aussi ça quand on a un business où c'est intemporel, tout ce qu'on va dire, ce que tu dis aujourd'hui, je pense que dans 5 ans, sauf révolution, ou si on va dire ça a changé, mais sinon, on va dire, on dira plus ou moins la même chose. Comment tu fais, toi? Est-ce que tu as des petits hacks sur ça? Ouais, clairement. Là, déjà, il faut se dire que tout le monde atteint du syndrome de la page blanche et c'est quelque chose de tout à fait normal, mais il faut juste essayer de l'éviter au maximum. Comment tu essaies de l'éviter au maximum? C'est juste en ayant une base de données d'idées, de plein d'idées sur lesquelles tu pourrais créer. Ça, c'est surtout quand tu débutes parce que tu n'as pas de contenu que tu peux réutiliser. Et la meilleure façon d'avoir des idées, c'est de regarder ce qui se fait dans le même domaine que toi. Et ensuite, il ne faut pas faire du plagiat, mais par contre, tu te dis, OK, cette idée, elle me parle. Est-ce qu'elle parlerait aussi à mon audience cible? Comment je pourrais rajouter ma petite touche perso? Il y a un excellent livre qui s'appelle Show Your Work, donc Montrer ton travail, de Austin Kleon, qui parle exactement de ça. Et c'est exactement ça. Moi, ce que je faisais, c'est que je regardais un peu le contenu dans le domaine du fitness, de la perte de poids. Dès qu'il y avait un post qui résonnait avec moi, je l'enregistrais et je me disais pourquoi il m'a marqué plus que les autres posts. Ah, parce qu'il transmet cette idée-là. Ah, parce qu'il y a telle et telle couleur. Ah, parce qu'il y a tel message qui est derrière. Et je me dis, OK. Et ensuite, tu vois, je me faisais une base de données de plein de posts qui m'inspiraient. Et après, il y a une phrase que j'aime bien dire, c'est que au final, le message sera toujours le même. Ce qui va différer, c'est le messager. Et le messager a des valeurs différentes, a une façon de s'exprimer différemment. Et le but, au final, c'est que le message, la bonne parole, entre guillemets, soit transmise au maximum de gens possible. Donc, si tu prends un post et que tu le modifies un petit peu, tu le recrées à ta sauce et que tu le balances, au final, c'est pour le bien commun. Ça, c'est à la fois bien pour toi et c'est à la fois bien pour l'audience cible parce que peut-être que celui qui va voir ton post n'aura pas vu le post sur lequel tu t'es inspiré et au contraire, celui qui aura vu le post qui t'a inspiré ne verra pas forcément ton post. Donc, il ne faut pas prendre ça comme excuse pour ne pas créer. Regarde ce qui se fait à droite, à gauche. Dis-toi comment je peux ajouter ma propre touche perso et ensuite recréer jusqu'à ce que si tu peux par toi-même avoir tes propres idées, c'est encore mieux. Mais si tu n'en es pas encore là, si tu n'es pas encore vraiment un créateur, sois un copieur. Et au final, quand on parle d'Instagram, Instagram, c'est la meilleure plateforme aujourd'hui qui existe, mais aussi c'est ceux qui ont le plus copié possible. À la base, c'était juste une plateforme de publication de photos. Ils ont copié les stories de chez Snapchat. Ils ont copié les vidéos de chez TikTok. Ils ont copié maintenant avec Threads. Ils ont copié Twitter. Donc vraiment, ils ont commencé avec un petit produit et petit à petit, ils ont copié ce qui marchait ailleurs. Ils l'ont recréé à leur sauce. Ils l'ont intégré dans l'écosystème Instagram et ça prend. Donc, fais pareil avec ta création de contenu et ne prends pas ça comme excuse pour ne pas créer. Yes. Ce que j'explique au coach par rapport au funnel business. Donc là, tu nous as parlé en haut. Voilà, à un moment donné, je suis personne. Il faut que je sois un peu connu. Donc, effectivement, trouver une plateforme. Tu as testé la publicité, toi, pour justement accélérer ta notoriété, enfin, le nombre de personnes qui te voient ou pas forcément? La pub Insta? Ouais, pub Facebook, Insta pour augmenter ta communauté ou tu es resté essentiellement que sur de l'organique? Je suis resté que sur de l'organique. Je suis resté que sur de l'organique parce que je pense que c'est ce qui va t'apporter le plus de résultats. Et je pense que même si ton compte n'est pas optimisé, que toi-même, tu n'es pas optimisé en termes de création de contenu, je ne suis pas sûr que la pub, ça soit la meilleure solution sur le long terme. Après, j'ai jamais essayé, donc c'est juste une théorie, donc je peux pas être sûr de ce que j'avance. Mais en tout cas, de mon expérience, j'ai jamais fait de pub Instagram. Mais par contre, là où je me verrais faire de la pub, c'est dans l'autre
processus, dans l'autre étape du tunnel, c'est par contre dans l'acquisition de clients. Par contre, si tu as un produit qui est déjà prêt et que tu veux le faire, et aussi que tu as déjà un compte qui est déjà optimisé avec pas mal de preuves sociales, etc., là, ça serait intéressant, je pense, de faire de la pub pour attirer des gens, non pas directement à ton compte Instagram, mais attirer des gens à ton produit et utiliser ton compte Instagram comme, on va dire, un portfolio où il y a déjà toutes les personnes que tu as déjà aidées et surtout toutes tes idées gratuitement, tout ton contenu gratuit qui peut être retrouvé sur place pour montrer, écoute, regarde, je sais de quoi je parle, je sais, j'ai aidé déjà pas mal de gens comme toi et je partage du contenu depuis X années. Donc, c'est un argument de plus pour me faire confiance, pour passer à l'action et devenir non pas un abonné, mais plutôt un client. Enfin, tu es que sur une seule plateforme, je n'ai pas regardé avant notre rendez-vous. Tu as été une seule plateforme ou tu as développé du coup, comme tu as bien grossi sur Insta, est-ce que tu as développé d'autres plateformes? J'ai essayé TikTok, mais très rapidement, j'ai laissé ça de côté. J'ai essayé Pinterest aussi, mais ça me prenait. En fait, j'ai pas réussi à créer un système où ça allait me prendre le moins de temps possible. Donc, plutôt que de me diversifier sur TikTok, Pinterest, Snapchat, etc., je me suis dit, je me focus là où il y a le plus de résultats, donc que sur Instagram. Mais aussi, j'ai ma base d'email où je fais des newsletters assez régulièrement. Bon, là, ça fait un petit moment que j'en ai pas fait, mais j'essaie d'en faire assez régulièrement pour quand même développer un peu plus de proximité avec les gens qui me lisent, parce qu'il n'y a pas tout le monde qui me lit, et pour avoir quand même quelque chose qui est à 100% on va dire, dans mon contrôle, parce qu'Instagram, demain, il suffit qu'il y ait, je sais pas moi, un scandale et que ça soit interdit en Europe, je dis n'importe quoi, pour que je perde, entre guillemets, tout mon travail. Alors que la base d'email, au moins, j'aurai toujours ça qui est acquis. Il y a très peu de chances que ça soit, que ça disparaisse. Et c'est aussi un outil qui est beaucoup plus propice à la vente, entre guillemets, où tu peux directement faire ta promotion et voilà, expliquer un peu plus. Tu peux faire une séquence d'emails avec, il y a plein de stratégies pour vraiment ramener ça de façon que ça soit pas trop salesy, mais c'est, on va dire, je considère ça limite comme une plateforme sur laquelle tu peux aussi donner de la valeur gratuitement et faire la promotion de tes services. Donc, j'ai Instagram et les mails principalement. Ok. En sachant que les emails, c'est hyper intéressant, oui, pour faire du business. On croit que l'email est mort et tout, mais l'email pour vendre ou autre, c'est plutôt intéressant. Tu nous partageais aussi tout à l'heure que pour créer encore plus cette relation, il y a le podcast. Ça fait longtemps que tu as mis quoi, 6-7 épisodes, tu m'as dit là, c'est ça? C'est ça. En fait, j'avais comme idée de faire un épisode par semaine. Et j'ai commencé à créer ça aux alentours de novembre, décembre. Et je crois que le premier épisode est sorti dans les alentours de janvier. De janvier à mars, j'ai créé donc 7 épisodes de podcast. Mais c'est vraiment les prémices. Donc, tu vois, j'ai encore du mal à m'exprimer pleinement parce que c'est dur de parler tout seul, parce que c'est des épisodes solo, de parler tout seul pendant 20, 30, 40, 50 minutes face à un micro. Ensuite, tu dois toi-même faire le montage. Ça prend énormément de temps parce que tu vas très rarement faire de one shot. Et moi, j'ai décidé de ne pas laisser. Bon, forcément, quand tu vas faire des des petits blancs, c'est pas très grave. Mais quand je me trompe ou que je reprends la phrase, je vais forcément partir couper. Donc, ça prend du temps à monter. Et en plus de ça, tout ce qui est technique, donc quel logiciel utiliser, comment régler le micro, etc. Il y a une courbe d'apprentissage qui est quand même là. Donc, j'ai commencé et ensuite, je suis parti en Asie. Et le 3e jour où je suis arrivé, j'ai eu un problème avec mon Mac. Donc, la carte Wi-Fi était cramée complètement. Il n'y avait aucun Apple Store. Ouais. Donc, ça m'a complètement flingué. Donc, je me suis dit, bon, là, je peux pas continuer. Et même là, pour te dire, je fais le podcast avec toi, avec le Mac de ma copine, parce que le mien n'est toujours pas réparé. Donc, forcément, quand tu n'as pas de Mac, c'est pour ça que même niveau création de contenu, j'ai hyper diminué. C'est parce que j'ai pas les conditions idéales pour créer, pour diffuser le message, on va dire. Mais c'est quelque chose que j'aimerais reprendre et j'aimerais reprendre notamment pas forcément avec des épisodes solo, mais plus comme tu fais toi, avec des épisodes, en tout cas plus souvent des épisodes à deux, où j'interviewe la personne et la personne donne un maximum de valeur et on échange nos idées et on partage là-dessus. Je trouve que c'est beaucoup plus ludique. Et une fois de plus, c'est parce que c'est quelque chose que moi j'aime bien écouter. J'aime bien les podcasts que j'écoute. Souvent, c'est des épisodes
Il y a des très bons épisodes tout seul, mais souvent, c'est de très bons orateurs. Mais ce que j'aime bien, c'est souvent quand il y a deux personnes et qu'il y a un échange d'idées qui se fait, parce que c'est là où ça peut résonner avec moi, en tout cas. Et c'est ce que j'aime, donc c'est ce que j'ai envie de recréer, forcément. Donc, attends-toi à ce qu'il y ait des podcasts dans les mois à venir. Ok, cool. Et donc, du coup, le process, Instagram, le podcast et puis la liste d'email newsletter. Et donc, à un moment donné, bah, tout ça, le contenu, c'est bien, c'est intéressant. Déjà, est-ce que tu sponsorises ou est-ce que tu as des partenaires des fois où tu fais des liens, enfin des posts sponsorisés? Est-ce que ou tu n'as pas testé ça, ce genre de choses? Alors, avec des marques, tu veux dire? Ouais, avec des marques, ouais. Ouais, très rapidement, parce que moi je voyais que ça se faisait et je me disais bah pourquoi pas en profiter parce que c'est clairement un gagnant-gagnant. Donc très rapidement j'ai commencé à faire ça. Je crois que c'était mon tout premier partenaire, ça devait être dans les peut-être janvier 2021, quelque chose comme ça. Mais une fois de plus, tu connais rien du tout. Et quand tu connais rien du tout, les marques, elles ont qu'une idée en tête, c'est de te payer le moins possible et de te soutirer le maximum de services possible. Parce qu'elles veulent, c'est normal, c'est comme ça. Tu avais combien d'abonnés à cette époque-là, tu te souviens? J'avais, il me semble, je venais de passer la barre des 10-15 000 abonnés. Ok. Sachant que tu peux faire des partenariats bien avant la barre des 10 000 abonnés. Mais moi, c'était un peu ça. J'ai commencé à m'y intéresser quand j'ai dépassé la barre des… Il me semble que c'était 15 000 abonnés. Et à partir de ce moment-là, il y a forcément des marques qui vont venir directement vers toi et qui vont te proposer des choses. Et j'ai eu une expérience assez, on va dire, négative, même si c'était pas négatif non plus avec une marque, mais c'est juste qu'ils m'avaient promis certaines choses. Et au final, au bout de la période d'essai, c'était pas forcément, les promesses n'ont pas été tenues. Et c'est là où je me suis dit, bon, je peux pas rester comme ça, il faut que je me documente. Et j'ai acheté une formation sur comment faire des partenariats avec des marques quand tu es dans le marketing d'influence. Et c'est une fois de plus ça qui m'a énormément appris. Et là, j'ai inversé la tendance. C'est plutôt que d'attendre que les marques me contactent et de rester comme ça. C'est moi qui suis parti vers des marques que j'aimais bien, avec lesquelles je partageais les mêmes valeurs. Et je leur envoyais un mail, tu vois, je leur envoyais mon kit média avec mes tarifs, avec mes critères. Ça veut dire, voilà, moi, je fais ça comme poste, à telle fréquence, à tel prix. Et si tu es d'accord, on peut négocier. Si tu n'es pas d'accord, ça ne sert même pas de négocier parce que ça va être un non catégorique. Et c'est comme ça que j'ai commencé à développer quelques partenariats. Donc, j'en ai un avec Coro depuis très, très longtemps. Tu vois, c'est une marque avec laquelle je suis ultra, ultra satisfait. J'en ai eu un avec Cytoled aussi, qui est une marque de lumière rouge, pareil, ultra satisfait. Là, en ce moment, j'en ai un avec Nutremea, qui est une marque de compléments alimentaires. C'est hyper cool aussi, tu vois. Et le plus important dans un partenariat, faut pas se dire il faut que je me fasse le maximum d'argent, il faut que la marque soit gagnante, que toi forcément tu sois gagnant, mais aussi que l'audience soit gagnante. Ça veut dire qu'ils aient un bon code promo et surtout des produits de qualité, que tu ne te fous pas de leur gueule, c'est comme ça que je vois les choses. Et là, en ce moment, on peut dire que j'ai 3 partenariats, mais si je te montre ma boîte mail, je refuse peut-être 2 partenariats par semaine parce que c'est des choses qui sont pas forcément dans mes valeurs. Et aussi parfois, forcément, quand tu t'engages avec une marque, moi, je me vois pas faire la promotion de 2 marques similaires et concurrentes alors qu'il n'y a pas de contrat d'exclusivité, mais c'est juste parce que c'est dans mes valeurs à moi. Je me vois pas faire la promotion d'une marque le lundi et d'une autre marque qui vend exactement la même chose le mercredi. C'est, tu vois, et c'est des contrats quoi? C'est des contrats très court terme ou c'est des contrats dans la durée? Ça se passe comment? Bon, ça, je suppose que c'est vous. Enfin, après, c'est de la négociation, mais toi, tu fonctionnes comment? Il y a plusieurs façons de fonctionner. Moi, généralement, je leur propose directement du contrat long terme parce que je leur apporte des preuves assez solides comme quoi ça peut marcher avec moi. Et généralement, même dans les contrats à long terme, il y a toujours des clauses qui font que le contrat peut être réévalué à la hausse ou à la baisse, ou même être complètement résilié si une des 2 parties n'est pas satisfaite. Donc moi, avec Coro, par exemple, c'est un contrat sur le très long terme qui est même pas, qui est indéterminé, il n'y a pas de date de fin. Avec Nutrimea, c'est plus des contrats qui vont être plus sur les 3 mois, quelque chose comme ça, et à chaque fois, on réévalue. Et avec Cytoled, pareil, ça a été un contrat sur 2 ans directement, et depuis, on n'a pas réévalué les termes du contrat parce que les 2 parties sont satisfaites et qu'il n'y a pas besoin de réévaluer. Après, il y a certaines marques qui aiment bien faire des périodes d'essai, c'est-à-dire on va commencer avec 1, 2 ou 3 mois, et en fonction des résultats, on va réévaluer.
forcément parce que ce qui marche aujourd'hui, peut-être que ça va pas marcher dans la durée. Et même pour toi, ça peut être mieux parce que tu peux te dire, surtout quand tu commences, bon, je sais pas combien je vais leur rapporter, donc je vais pas demander beaucoup. Mais au bout de 3 mois, peut-être parce que tu as une audience ultra engagée, tu vois que tu leur as rapporté beaucoup plus que ce qu'ils t'ont payé. Donc, même pour toi, c'est intéressant au départ faire des contrats sur le court terme. Comme ça, tu apprends et tu apprends aussi ta valeur, ce que tu apportes à la marque, et tu peux réévaluer par la suite. Et forcément, si tu leur rapportes, je dis n'importe quoi, s'ils te payent 150 € et que tu leur rapportes 900 € dans le mois, tu sais que tu peux demander bien plus que 150 € parce que… Comment tu arrives à quantifier tout ça? Le nombre de posts qui est vu, enfin le nombre de personnes qui regardent ou… Déjà, tu as ça pour quantifier parce qu'il n'y a pas non plus que les ventes directes qui vont participer à faire croître l'image de la marque. Parce que je te donne un exemple. Imaginons, toi et moi, on a le même partenaire avec une marque de compléments alimentaires. Toi, tu as un code promo, moi, j'ai un code promo. Peut-être que toi, tu vas en parler pendant des semaines et que l'audience qui a vu ton contenu pendant des semaines n'est pas passée à l'action chez toi, mais que par hasard, elle est tombée sur un contenu à moi où je parle de la même marque, où je donne mon code promo, et ben c'était le contenu qui l'a fait passer à l'action. Ouais. Elle va utiliser mon code promo à moi. Toi, tu n'as pas généré de vente, mais par contre, tu as participé à la vente. Donc, il y a aussi le fait de combien de personnes sont exposées au contenu que tu crées, mais ce n'est pas forcément ce que les marques vont regarder directement. Elles sont quand même intéressées par le retour sur investissement. Elles veulent voir, OK, on t'a payé tant. Il faudrait au minimum que tu nous rapportes presque autant ou un peu plus dans l'idéal pour continuer le partenariat. Donc, le côté statistique des posts, c'est toi qui as accès. Et le côté statistique des ventes, c'est soit via un lien affilié et tu peux rentrer dans ton dashboard et voir le nombre de liens de ventes que tu as fait. Ouais. Généralement, c'est avec la personne avec laquelle tu communiques directement au sein de la marque qui va te dire, bah, écoute, Ilias, ce mois-ci, tu as fait tant de ventes avec bien sûr une preuve à l'appui. Voici les produits que tu as vendus le plus, voici le contenu qui a marché le plus, etc., etc. Et ensuite, à partir de là, bah, déjà, c'est des datas pour toi parce que tu vois à peu près ce qui marche le mieux. Et ça peut te permettre de dire, bon, bah, OK, peut-être que ce mois-ci, j'ai pas assez fait de contenu par rapport à ce que j'avais promis, donc j'ai pas assez vendu. Peut-être que je vais changer ma stratégie, comment j'amène les choses. Peut-être que je vais en parler plus sur cette plateforme plutôt que sur cette plateforme-là. Donc, ça te permet aussi d'adapter et de changer ta stratégie pour qu'au final, il faut que ça soit gagnant-gagnant, sinon ça ne sera pas un partenariat qui va marcher sur le long terme. Si toi, tu n'es pas gagnant et si la marque n'est pas gagnante, forcément, à un moment donné, ça va casser. Je suis en train, moi, du coup, sur le podcast, de voir pour les sponsors avec des pré-rolls et tout ça. Sur Instagram, ça fonctionne comment, du coup? C'est quoi? C'est toi qui parles à un moment donné dans une vidéo ou à travers un contenu statique type un post, ou comment ça se passe? Parce que je ne me suis jamais trop intéressé au sponsoring sur Insta. Tu as deux possibilités. Soit tu en parles en story, soit tu en parles, directement sur un post. Et des fois, tu peux faire les deux. Et maintenant, grâce aux stories, tu sais, tu peux même mettre le lien par exemple, je parle d'un complément alimentaire et je dis, bah voilà, si ça t'intéresse, tu cliques sur le lien, tu vas être directement ramené à la page où il y a le complément alimentaire qui va être vendu. Tu mets le code promo pour avoir ta réduction et tu passes à l'achat directement là-bas. Ou sinon, tu fais un post un peu plus détaillé où, par exemple, je vais expliquer les bienfaits de ce complément alimentaire-là, quelle forme il faut privilégier, quel dosage il faut prendre. Soit ça va être sous forme de vidéo, soit sous forme d'infographie. Et à la fin, dans la description, tu dis, bah voilà, je suis en association avec Nutrimea ou avec XYZ. Et si tu as envie de commander et que tu as envie d'avoir une petite réduction bien sympa, tu mets mon code promo. Et bah, toi, tu es gagnant, moi, je suis gagnant, la marque est gagnante, tout le monde est content. Et maintenant, ce qui est intéressant, c'est que sur Instagram, tu es obligé de dire que c'est un partenariat rémunéré lorsque c'est le cas. Donc, en plus du fait de dire tu as un code promo, il faut que tu dises, il faut qu'il y ait la mention partenariat rémunéré pour que la personne qui voit se dise, OK, il en fait la promo, mais il ne faut pas oublier que derrière, il est rémunéré. Donc, c'est à toi de prendre ta décision de passer à l'action ou pas, en ayant conscience de tous ces paramètres-là. Okay. Et sur le podcast, sur les podcasts, vu que j'avais fait la formation podcast et qu'il y avait une partie où ils en parlaient d'ailleurs, là, généralement, une fois de plus, c'est toi
le mieux, c'est que ça soit toi qui aille vers la marque avec directement tes statistiques d'écoute et que tu leur fasses une proposition. Donc là, il y a différents tarifs en fonction de si c'est un pré-roll, un mid-roll ou que tu le postes à la fin. Et d'après ce que j'avais vu, généralement, ce qui marche le mieux, c'est soit quand c'est mid, donc tu parles, et au milieu de ton podcast, tu dis petite page de pub pour vous parler de mon partenaire qui fait tatati tatata. Et ensuite, merci d'avoir écouté ces petites sponsors. On reprend le podcast par la suite. Et c'est ce qui rapporte généralement le plus. Mais une fois de plus, il faut voir ce qui marche pour toi, pour ton audience et ce qui peut. Il n'y a pas de recette magique. Il faut essayer, adapter et voir ce qui marche le mieux pour toi. Par contre, je crois que parce que moi, je suis sur Ocha, je ne sais pas ce que tu utilises pour le podcast, mais du coup, on peut faire des pré-rolls ou post-rolls, mais on ne peut pas, à mon avis, il faut l'insérer directement dans le… Si je le mets au milieu, il faudrait qu'on l'insère directement dans l'épisode. Alors, je sais pas. Ouais. Faudrait que tu l'insères directement. Ça, c'est un peu plus compliqué, donc… c'est plus compliqué. Et puis, du coup, si tu n'es plus en partenariat, bref, c'est des choses à voir. Ok, excellent. Et du coup, ensuite, quand est-ce que te vient l'idée de monétiser? Parce que je pense que est-ce que tu y penses quand tu crées ce compte Instagram dans un coin de ta tête, tu dis bon, ça serait cool peut-être que je le monétise ou que… Est-ce que tu y as pensé déjà? Franchement, au début, pas du tout. Pas du tout. Au début, je veux dire, j'avais même pas pensé au coaching. Ça veut dire, au début, c'était juste, je vais créer une page fitness parce que j'étais pas encore certifié, j'étais en 6e année médecine. Donc, au début, c'était juste voir ce que ça donne et aider un maximum de gens et transmettre mes connaissances. Et il y avait aussi une partie où ça va m'obliger de continuer à me documenter là-dessus parce que forcément, pour avoir du contenu, il faut que j'ai des idées, il faut que j'apprenne des choses. Donc, au début, pas du tout. Et petit à petit, plus ça avance, plus je me dis, je commence à recevoir des demandes de coaching. Alors, je suis même pas encore coach. Je me dis, peut-être qu'il y a quelque chose à faire de ce côté-là. Donc, je creuse plus dans cette direction. Ensuite, je vois qu'à droite et à gauche, il y a des pages similaires qui font des partenariats. Donc, je me dis, si je peux avoir ma commande de compléments alimentaires gratuite plutôt que de dépenser 50 € par mois, pourquoi pas aller dans cette direction aussi. Après, je vois qu'il y a en discutant avec des collègues, je vois qu'il y a des gens qui sont payés pour faire la promotion de marque. Donc, je me dis, eux, s'ils sont payés, pourquoi moi, je ne serais pas payé aussi? Et donc, c'est comme ça que ça se fait de fil en aiguille. Mais au départ, je ne m'étais pas dit, oui, je vais créer un compte pour avoir un maximum d'abonnés, pour ensuite faire des partenariats avec des marques. C'est venu plutôt sur le tas. Ouais, puis c'est ta communauté qui t'a, entre guillemets, poussé à faire des choses, du coup. Qui t'a demandé un peu de coaching ou autre, non, par rapport au coaching, oui, par rapport au coaching totalement, mais par rapport au complément alimentaire, non, c'est venu directement de moi. Par rapport au partenariat, c'est venu de moi. Je me suis dit, écoute, je commence à avoir une communauté assez développée. Pourquoi pas la monétiser, mais je me suis toujours dit, il faut que ça reste éthique. Après, l'éthique, ça dépend de chacun, mais en tout cas, selon mes propres valeurs. Donc, je vais faire des partenariats, mais il faut que ce soit des partenariats avec des marques que je consomme personnellement et avec des marques qui sont assez éthiques, c'est-à-dire qui ne font pas la promotion de tout et n'importe quoi, en tout cas à mes yeux. Et même si, imaginons, je fais un partenariat avec une marque, mais cette marque-là a un produit avec lequel je ne suis pas forcément d'accord, au hasard, les BCAA, je ne vais pas faire la promotion des BCAA, même si la marque me demande de faire la promotion. Je vais leur dire non. Par contre, je fais la promotion uniquement des produits que je consomme ou des produits que je juge intéressants pour les personnes concernées. Donc, c'est toujours les points les plus importants pour moi. Après, ça dépend des personnes. Il y en a qui en ont absolument rien à faire et qui vont faire la promotion de tout et n'importe quoi, mais uniquement dans le but de se remplir les poches. Moi, c'est pas comme ça que je vois les choses. Donc, non, mais après, c'est de trouver justement un équilibre où aussi tu as besoin à un moment donné de générer de l'argent et pour aussi vivre. Je pense que c'est aussi important. Et puis, oui, après, je te rejoins par rapport à ce côté éthique. C'est clair. Trouver un partenaire pour une voiture, ça n'aurait peut-être pas de sens pour une audience qui veut perdre du poids. Après, voilà, c'est toujours… Je te raconte une petite anecdote. Une fois, il y a une marque de nourriture pour chiens qui m'a contacté et qui voulait que je fasse la promotion de ça. Mais je leur ai dit, mais les gars, comment vous voulez que je fasse la promotion de nourriture pour chien alors que là où je suis en Allemagne, j'ai même pas de chien, j'ai rien. Donc, des fois, c'est juste incompatible et ça desservirait plus ton image d'accepter
que de refuser, du coup, de passer à côté de quelques centaines d'euros, quoi. Donc, parfois, il faut garder la tête sur les épaules, bien réfléchir et ne pas chercher juste à être attiré par l'appât du gain, mais plus voir ça dans une vision globale, de se dire, OK, est-ce que ça me sert à moi? Est-ce que ça sert à mon audience? Est-ce que ça sert à mon image aussi? Et à ma crédibilité? Parce que si tu commences à faire la promotion de plein de produits, bah, tu passes plus dans le côté influenceur que dans le côté coach, créateur de contenu, etc. Donc, c'est un choix à faire et c'est à toi de voir ce que tu as envie de faire et ce qui va te permettre d'avoir la meilleure stratégie sur le long terme. Et en termes de sources de revenus, du coup, tu as testé quoi? Des programmes, du coaching, des événements physiques? Qu'est-ce que tu as pu tester ou et puis voilà, on va commencer par là. Puis après, je te demanderai éventuellement qu'est-ce que tu as comme idée de développement. Alors, majoritairement, ce que j'ai testé 3 choses. Donc, c'est forcément le coaching en ligne, c'est le marketing d'influence, donc les partenariats avec les marques, et aussi j'ai testé un peu la vente de programmes. Mais si je devais faire un classement, c'est ça, c'est ma majorité, la grosse part de mes revenus, c'est mes services de coaching. Donc, je dirais que ça rapporte peut-être 90-95% de mes revenus. Ensuite, il y a le marketing d'influence, donc les partenariats avec les marques. Et enfin, il y a la vente de programmes, et c'est quelque chose qu'on a lancé très récemment. Et c'est tombé pile avec l'été. Donc, l'été, les gens sont beaucoup moins aptes à faire du sport et parce qu'ils ont envie de faire autre chose, de partir en vacances et que c'est pas leur priorité. Donc, c'est forcément ça qui a généré le moins de revenus. Mais dans un futur plus ou moins proche, ça serait quelque chose sur lequel on a envie de plus mettre l'accent et de développer un peu plus pour avoir aussi plusieurs options pour le client. Parce que peut-être la personne ne voudra pas de coaching personnalisé, mais peut-être qu'elle voudra un programme à suivre indépendamment, ou peut-être que l'inverse, la personne ne veut pas un programme à suivre indépendamment et est plus intéressée par quelque chose de beaucoup plus personnalisé avec un suivi régulier, etc. Donc, le but, c'est ça, c'est de diversifier un peu les options, peut-être même par la suite, tu vois quelque chose encore plus bas, juste un e-book ou une petite formation vidéo. Donc, ça serait ça l'idée, c'est d'avoir plusieurs offres à plusieurs tarifs, sous plusieurs formats, pour que tout le monde y trouve un peu son compte. Et ta vision, toi, du coaching, de ce que tu fais en coaching, c'est quoi? Parce qu'il y a aussi plein de façons de pouvoir faire. Comment tu as démarré? Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Ce que je préfère, c'est vraiment l'ultra personnalisé et l'individuel. Mais le problème de l'ultra personnalisé et de l'individuel, c'est que ça prend énormément de temps. Donc, tu peux pas te permettre de prendre énormément de clients, surtout si tu veux avoir une vie à côté, c'est-à-dire faire ton sport et ne pas bosser de 8h à 20h du soir, quoi. Donc, forcément, il faut adapter tes tarifs parce que si tu veux bien en vivre, donc c'est clairement un service de luxe. Il n'y a pas tout le monde qui peut s'offrir un coaching ultra personnalisé avec les tarifs que je propose, même si je considère et je sais que je suis pas non plus celui qui est le plus cher sur le marché. Il y a beaucoup plus cher, mais je sais qu'il y a aussi beaucoup moins cher par rapport à dans la niche que dans laquelle je suis. Et moi, c'est ce que j'aime le plus. Mais c'est ce qui prend le plus de temps. Donc, je suis en train d'essayer de trouver d'autres solutions parce que forcément, là, pour l'instant, j'avais mis de côté la médecine. J'avais pris la décision de ne pas commencer directement ma spécialité. Et forcément, j'avais beaucoup plus de temps qui était libéré pour mes accompagnements. Donc, je pouvais monter jusqu'à 20 clients par mois. Et c'est quelque chose qui me permettait de bien vivre. Et aussi, je pouvais leur accorder assez de temps individuellement. Mais là, forcément, si je commence ma spécialité, mon emploi du temps, il va être complètement bouleversé. Je vais devoir passer beaucoup plus de temps à l'hôpital et derrière mes bouquins. Donc, forcément, j'aurai beaucoup moins de temps pour le coaching individuel. Donc, l'idée, ça serait soit de garder vraiment que une base de clients, donc passer de 20 à peut-être 5 clients par mois directement en coaching avec moi et ensuite faire des programmes ou des accompagnements semi-personnalisés, donc ça serait plus des accompagnements de groupe, ou sinon carrément déléguer le côté coaching, prendre quelqu'un qui a déjà de l'expérience, le former à ma méthode, le former à ma vision des choses, et ensuite, ça serait limite que moi, je lui rapporterai des clients et qui fassent partie de ma team, et que ça soit à lui ou à elle de les coacher, et qu'ensuite, bien sûr, on se partage les revenus
comme ça, et que moi, je passe d'un rôle de coach à plutôt de manager. Donc, c'est quelque chose que je suis en train de voir. Il faut déjà que je commence ma spécialité pour voir comment ça se passe. Et ensuite, comme d'hab, j'adapterai en fonction de comment j'arrive à gérer. Tu peux nous donner dans les grandes lignes ton écosystème de coaching? C'est-à-dire, si je prends un coaching avec toi, c'est quoi? C'est un rendez-vous par semaine ou comment tu gères? Tu as une plateforme? Comment tu fais tout ça? Bah alors déjà au niveau acquisition de clients, bah, majoritairement ça se fait sur Instagram. Donc là, contenu, les posts, en tout cas ce que je faisais il y a quelques mois, c'est que je postais tous les jours. Et bah forcément, juste en postant tous les jours, il y a des gens qui vont voir que bah, tu proposes des services de coaching, donc ils vont envoyer un message. Et ensuite, à partir de là, je discute un peu avec eux. Je vois est-ce que c'est le profil que je recherche. Je leur fais remplir un formulaire. Et ensuite, si le formulaire il correspond avec mes attentes, on fixe un rendez-vous téléphonique, on s'appelle au téléphone et par la suite, bah voilà, je propose, je pitch entre guillemets mes services et si ça match avec la personne, bah directement on passe à l'action et on passe dans le côté coaching. Mais ce que j'ai fait récemment, c'est que chaque post, je l'ai connecté, enfin j'ai connecté mon compte Instagram avec ManyChat et du coup maintenant sous chaque post, je considère que c'est directement comme si c'était, on va dire, comme si c'était un post de promotion. Donc, je fais le post directement et la première ligne, ça va être, bah voilà, si toi aussi tu as envie de perdre du poids, commente sous la publication. Moi, je mettais Go Coaching. Et juste, la personne qui commente ça va directement recevoir en message privé automatiquement voilà ce que je propose. Un funnel. Voilà, exactement. Si toi, tu es intéressé, remplis le formulaire. La personne clique, remplit le formulaire et ensuite, c'est exactement pareil. Moi, je regarde les réponses qui ont été apportées au formulaire. Si le profil correspond, je recontacte la personne, on fixe un rendez-vous, on s'appelle, on fait le diagnostic de sa situation, je lui fais le pitch de l'offre. Si elle dit OK, bon, bah, tant mieux. Si elle dit non, bah, et parfois, ça, c'est moi qui dis non ou qui la redirige vers quelqu'un qui lui serait, on va dire, plus apte. Et bah, si ça match, dans ce cas-là, on passe directement dans le côté coaching où ça va être, encore une fois, elle va devoir remplir un formulaire beaucoup plus détaillé. Mais là, ça va être vraiment pour que je puisse créer le programme, que ce soit d'entraînement ou de nutrition. Et une fois que c'est fait, ça me prend 2-3 jours. J'envoie ça par mail. C'est un fichier ultra détaillé, tu vois, où il y a à la fois le suivi alimentaire, le suivi du programme d'entraînement et le bilan qu'on fait chaque semaine. Elle a accès à mon WhatsApp, donc c'est quotidien. Elle peut m'envoyer des messages absolument quand elle veut, dès qu'elle a besoin d'aide. Forcément, bah, j'essaie de répondre le plus vite possible, mais je promets pas de répondre dans l'heure ou dans les 2 heures parce que bah, j'ai une vie et que j'ai pas un seul client, donc forcément ça prend du temps. Et à partir de là, la promesse c'est suivi quotidien, suivi hebdomadaire via le bilan qu'on fait avec les fameux photos mensuration au poids et suivi mensuel avec un appel par mois à la fin de chaque mois pour rentrer un peu plus en détail dans poser ses questions, voir ce qui a marché, ce qui a un petit peu moins marché et adapter la stratégie au mois d'après. Donc, c'est un peu ça la vision globale du truc. Oui, tu t'adaptes en fonction de si elle est chez elle, si elle s'entraîne chez elle ou si elle est dans un club. Par contre, c'est ça, c'est de l'ultra personnalisé. Donc, je m'adapte à toutes les attentes et les envies de la personne, donc en fonction de l'objectif, mais aussi en fonction des contraintes. Si elle s'entraîne chez elle, si elle entraîne à la maison, ou à la salle de sport, le matériel auquel elle a accès, le nombre de séances qu'elle a envie de faire. Tu vois, moi, je suis pas là pour imposer quelque chose, je suis là pour m'adapter à la personne et pour lui trouver, une fois de plus, ce qui va le plus marcher pour elle dans sa situation à elle. Donc, il n'y a pas deux de mes élèves qui ont le même suivi en termes d'alimentation ou le même programme d'entraînement. Chacune va avoir un programme différent et une alimentation différente en fonction de ses envies, de ses contraintes, de son emploi du temps et de ses préférences aussi. Ok, super intéressant. Et c'est quoi, tu fonctionnes en formule de X mois ou c'est du mensuel récurrent et tant que la personne ne dit rien, elle continue? Comment tu gères toi ça? Je fonctionne déjà avec une formule de base de 3 mois parce que j'estime que c'est en moins de temps, tu n'as pas assez de temps déjà de une pour avoir des résultats et pour mettre en place des bonnes actions et des habitudes que tu vas tenir sur le long terme. Parce qu'une fois de plus, si la personne elle vient, elle me dit j'ai envie de perdre 20 kilos en 3 mois, je vais directement lui dire attends, c'est peut-être pas ça l'objectif que tu devrais avoir. Je dis pas que c'est impossible, mais voilà, prends en considération la santé, prends en considération la difficulté, prends en considération ça et ça. Donc, on revoit l'objectif et je
je leur dis directement que moi, ma vision des choses, c'est pas qu'elles perdent le maximum de poids en un minimum de temps et qu'ensuite elles reviennent me voir quelques semaines plus tard en me disant, bon, moi, j'ai tout repris. Je fais bien la distinction entre perte de poids saine et perte de poids rapide. Donc, je préfère largement qu'elles perdent 2-3 kilos, mais sur le long terme, et qu'elles les gardent, ces 2-3 kilos de perdus. Et aussi, je fais la distinction, et c'est quelque chose que je leur dis dès le départ, avec perte de poids et perte de gras, parce que j'ai certaines élèves qui vont perdre 1 kilo, 2 kilos, ou parfois qui ne vont pas perdre de poids du tout, mais en termes de composition physique, ça va être le jour et la nuit. Ouais. Parce qu'elles vont se mettre à la musculation, notamment celles qui sont en salle de sport, et du coup, elles vont construire pas mal de masse musculaire, vu que souvent ce sont des débutantes. Elles vont perdre du gras. Visuellement, ça va être flagrant, mais par contre, sur la balance, vu qu'il y a eu à la fois cette perte de gras et cette prise de muscle, bah, forcément, tu n'as pas perdu 10 kilos. Donc, j'essaie dès le départ d'être clair sur ce sujet-là, comme ça, les cartes sont posées et la personne aussi sait à quoi s'attendre. Après, bien sûr, il faut toujours renforcer que voilà, on cherche pas, les gens sont tellement omnibulés par la balance qu'ils veulent que le poids descende le plus rapidement possible. Mais moi, en tout cas, je fais la distinction sur ces deux paramètres-là. On cherche pas la perte de poids la plus rapide et aussi déjà, on cherche une perte de gras, un rendu esthétique et pas uniquement une perte de poids. Voilà, une fois de plus, le chiffre qui diminue. Donc, c'est comme ça que je fonctionne et je sais même plus c'était la question de base tellement je me suis... Si, c'est ça. C'était le minimum 12 semaines. Et puis après, voilà, je suppose qu'après, voilà. Voilà. Et à la fin des 3 mois, c'est quelque chose que j'ai mis en place récemment. Je propose forcément un suivi sur 6 mois. En tout cas, c'est ce que je proposais, mais avec un tarif beaucoup plus réduit parce que j'estime que la personne a beaucoup plus d'automatisme, est beaucoup plus indépendante et a beaucoup moins besoin de moi. Mais certaines personnes ont toujours besoin d'avoir de devoir rendre des comptes à quelqu'un et de se dire, OK, il y a quelqu'un, il y a quand même les bilans, même si peut-être ils ne sont pas hebdomadaires, bah, c'est une fois toutes les 2 semaines. Et il y a quand même quelqu'un qui est là pour m'envoyer des messages et à qui je peux envoyer des messages lorsque je ne sais pas quoi manger, lorsque je ne sais pas quoi faire. Et surtout aussi au niveau du programme d'entraînement, parce que ça, c'est quelque chose que j'adapte quand même toutes les semaines. Voilà, c'est une charge mentale en moins. Moi, je suis là, je leur fais le programme. Elles n'ont plus qu'à appliquer le plan et c'est beaucoup plus facile, que ce soit pour elles ou pour moi aussi, parce que c'est gagnant-gagnant une fois de plus, parce qu'elles restent avec moi. Et par contre, elles payent beaucoup moins cher et elles sont assurées de continuer dans la bonne voie jusqu'à se dire, OK, c'est bon, je suis sûr de pouvoir être indépendante. Et c'est aussi mon objectif à moi. Moi, je leur dis, mon objectif, c'est pas que vous restiez ad vitam aeternam avec moi, c'est qu'à un moment donné, vous puissiez voler de vos propres ailes et comme ça, même, quelqu'un d'autre prend votre place et resuit le même processus que vous avez suivi. Et c'est comme ça, c'est un roulement qui se fait. Donc voilà, donc 3 mois et par la suite 6 mois. Mais par contre, tu peux pas prendre l'option de 6 mois si tu n'es pas passé d'abord par l'option de 3 mois. Ouais, ok, très intéressant. Merci Ilias, je vois que le temps passe. On a le temps. C'est quoi aujourd'hui, c'est quoi une semaine type avec Ilias? Est-ce que tes journées se ressemblent? Est-ce que tu es quelqu'un de cartésien et tu as structuré un petit peu tout ça, ou c'est un petit peu en fonction de toi et de ton inspiration aussi? Parce que je sais que la création de contenu aussi, ça, tu vois, on ne commande pas, on se dit, tiens, le lundi, je vais avoir des idées de génie. Comment tu fais pour tout ça, pour gérer tout l'écosystème? De base, moi, je suis quelqu'un de très, très, très cartésien et j'aime bien les routines. J'aime bien les habitudes, donc j'aime bien que mes journées se ressemblent. C'est quelque chose que, tu vois, donc forcément, s'il y a un petit peu de diversité dans la semaine, s'il y a un jour qui ne ressemble pas aux autres, tant mieux parce que ça casse un peu la routine. Mais moi, j'adore les routines et je trouve qu'on est des animaux d'habitude et que c'est la perfection, c'est une question d'habitude. Et atteindre ces résultats, c'est une question d'habitude. On a tous des bonnes habitudes et des mauvaises habitudes. Le but, c'est de maximiser les bonnes et de réduire au maximum les mauvaises. Donc, moi, la routine, c'est quelque chose qui ne me dérange pas du tout. Au contraire, j'excelle dans la routine. Donc, forcément, lorsque j'ai mon cadre de travail et que je suis en Allemagne, là, ça va être lever tout le temps à la même heure, tout le temps le même petit déjeuner, tout le temps mes 2 premières heures de deep work un petit peu où je vais bien travailler. Surtout, souvent, ça va être répondre aux coachés, faire quelques adaptations, etc., répondre aux mails, etc. Ensuite, j'ai directement ma petite session de sport. Je reviens, je mange et ensuite l'après-midi encore, j'ai 4 heures à peu près de travail focus à fond. Et
j'aime bien casser, tu vois, les sessions de boulot. Donc, le matin, ça va être avec ma session de sport. L'après-midi, je vais sortir faire une petite marche ou je vais discuter avec ma copine. En tout cas, on va casser le truc. Et ça va se répéter tous les jours comme ça. Donc, tout le temps la même chose. Généralement, en fin d'après-midi, ça va plus être tout ce qui est création de contenu ou faire des mémos, quelque chose qui va être un peu moins, qui va demander moins d'énergie mentale. Mais ça va être ça à peu près. Mais là, forcément, lorsque je suis parti en Asie, je suis directement parti avec des intentions. Je me suis dit, je ne vais pas partir là-bas pour travailler à fond. Donc, c'est pour ça que j'ai réduit déjà, j'ai arrêté de prendre des nouveaux clients. J'ai pris uniquement j'ai gardé les clients qui étaient déjà avec moi. Et en plus de ça, j'ai changé ma façon de travailler. Il y a un truc qui m'a énormément aidé, c'est le décalage horaire. Donc, lorsque je me réveillais, il était encore ultra tôt en France, donc tout le monde dormait. Donc, je pouvais avoir toute la journée pour faire des activités, pour découvrir un peu l'île, aller à la plage, surfer, etc. Et à partir de 17 h chez moi, les gens commençaient vraiment à se réveiller, à être actifs. Donc, c'est là où j'ai switché ma façon de travailler. Je bossais plutôt le soir, donc de 17-18 h jusqu'à à peu près 20 h, 21 h, ce qui faisait que je me couchais forcément un peu plus tard. Mais vu que j'avais réduit la charge de travail niveau création de contenu et au niveau des clients, j'avais pas tant de travail que ça au final. Et je pouvais boucler mon boulot en 2-3 heures de boulot intense et recommencer pareil le lendemain. Donc là, la routine n'était pas la même la journée, mais elle était plutôt la même le soir lorsque je travaille. Donc, est-ce que 3 ans après, est-ce que tu pensais arriver à faire ces choses-là? J'ai envie de te dire oui, mais en même temps, c'est pas quelque chose sur lequel je m'étais focus à fond. Parce que là, quand je vois tu sais, tout à l'heure, au début du podcast, tu parlais du nombre d'abonnés. Faut savoir qu'il y a quelques mois, j'avais dépassé la barre des 100 000 et j'étais arrivé à genre 103 000, quelque chose comme ça. Et après, il y a eu des mises à jour Instagram, le reach a commencé à diminuer. Et même moi, j'ai pas maximisé, j'ai arrêté de poster tous les jours et j'ai pas posté de contenu vidéo. Donc, forcément, petit à petit, soit les gens se désabonnent parce qu'ils sont plus intéressés par ton contenu, ou soit, parfois, ce que j'ai remarqué, c'est que les gens se désabonnent parce qu'ils interagissent plus avec ton contenu et qu'Instagram désabonne automatiquement les comptes qui n'ont pas interagi depuis trop longtemps. Et c'est pas forcément une mauvaise chose, mais c'est juste, ça diminue. Et parfois, tu sais, bon, quand tu es dedans, tu as un peu cette envie de toujours plus, toujours plus, toujours plus. Mais parfois, je me pose et je me dis, mais attends, si au départ, on t'avait dit que tu allais avoir ne serait-ce que 10 000 abonnés, c'est tout, et que tu serais resté comme ça toute ta vie, mais j'aurais signé directement parce que pour moi, ça me paraissait impossible. Et surtout qu'avec 10 000 abonnés, parce que c'est vrai qu'on est à la course à l'abonné, mais avec 10 000 abonnés qui sont qualifiés, mais tu peux aisément vivre. C'est ça qui est important à comprendre. Et je voudrais aussi même si je comprends que c'est bien d'en avoir, mais ce qu'il faut faire comprendre aussi à ceux qui débutent, c'est que voilà. C'est cool d'en avoir 100 000, mais avec 10 000, s'ils sont qualifiés dans notre univers, dans le coaching et tout ce qu'on peut mettre en place, on l'a bien vu avec ton partage, et merci. Franchement, c'est cool, quoi. Alors oui, tu vas pas gagner 3 millions d'euros, 3 millions d'euros par mois, mais pour une vie, tu vois, pour aller en Asie, bref, je pense que voilà, c'est aussi important pour moi de le faire prendre conscience. C'est bien que tu le rappelles parce que clairement, c'est quelque chose dont je n'avais pas forcément conscience au début. Et moi, je vois un peu les choses, tu vois, au départ, bon, le début est compliqué forcément jusqu'à ce que tu aies tes premiers 1000, 2000, 5000 abonnés. Forcément, c'est un peu compliqué. Mais à partir de 5000 abonnés, même un peu moins, à partir de 3000 abonnés, je dirais que tu peux acquérir des clients assez aisément si tu as la bonne stratégie. Et une fois de plus, si tu as une audience ciblée et qui est engagée, c'est mieux d'avoir 3000 abonnés ciblés et engagés qu'en avoir 10 000 qui ne sont pas du tout engagés. Le nombre d'abonnés, il va te servir lorsque tu vas vouloir avoir de la preuve sociale. Donc, lorsque tu vas dire, voilà, j'ai 100 000 abonnés, donc forcément, tu te dis dans la tête des gens, ça résonne comme s'il y a 100 000 personnes qui le suivent, c'est qu'il ne doit pas dire de la merde. Donc, j'ai tout intérêt à le suivre moi aussi parce que le cerveau, il réfléchit comme ça. S'il y a beaucoup de gens qui le suivent, moi aussi, j'ai intérêt à le suivre, sinon j'ai peur de perdre quelque chose. Et par contre, là où ça sert, où ça fait vraiment une différence, c'est quand tu commences à avoir 200, 300, 400, 500 000, 1 million d'abonnés, parce que ta stratégie, elle va changer. Et là, tu vas faire quelque chose qui va être plus de masse. Tu vas plus être vraiment aussi cible et aussi tes tarifs ne vont pas être les mêmes. Et là, ta stratégie va changer. C'est pour ça que c'est mieux parce que limite, tu deviens une personnalité publique
Je pense à Big Will, je pense à Sissi Mua, je pense à Thibaut InShape, je pense à Nassim. Tu vois, ils ont plus du tout les mêmes stratégies que des coachs qui se lancent, mais c'est normal parce que c'est des gens qui sont là depuis 10 ans et qui ont construit cette audience-là depuis des années. Et même eux, parmi leurs 1 million d'abonnés, il n'y a peut-être pas 1 million d'abonnés engagés, mais il y a peut-être 500 000 personnes engagées. Et 500 000 personnes qui sont prêtes à dépenser un petit peu d'argent dans leurs produits. Mais sauf que 500 000 personnes qui sont prêtes de dépenser un petit peu d'argent, ça fait beaucoup d'argent. Donc, ouais. Pas, je dirais au départ, ça ne sert pas beaucoup d'avoir le maximum d'abonnés. Mais si tu es dedans depuis très longtemps et que tu arrives déjà à avoir une bonne stratégie avec peu d'abonnés, entre guillemets, et que tu t'arrives à continuer à faire croître ton audience parce que c'est toujours quelque chose qui peut te servir, surtout dans l'ère actuelle, que ce soit avec les marques ou avec les gens qui te font confiance ou même par rapport à l'acquisition de clients. Après, ça dépend des niches forcément. Et que tu arrives à passer dans le domaine, de l'autre côté de la courbe et que tu fais partie de ceux qui ont énormément d'abonnés, là, forcément, ça peut te permettre de changer ta stratégie et de générer beaucoup de revenus, mais d'une façon différente. Mais ça demande beaucoup, beaucoup de travail et beaucoup, beaucoup de temps et beaucoup, beaucoup d'efforts. Donc, ça ne vient pas comme ça du jour au lendemain. Et du coup, tu m'as partagé que tu reprenais du coup le chemin des études vers la spécialisation. Pour quelle raison? Déjà, pour essayer. Parce que avant, dans ma tête, c'était clair et net. Je me suis dit, bon, ok, la médecine, c'est pas l'idée que je m'en faisais. Donc, j'arrive à vivre ma vie d'une autre façon et j'arrive à aider les gens d'une autre façon, et surtout dans le domaine de la santé. Donc, ça m'allait. Mais là, plus j'avance, plus je me dis, pourquoi pas ne pas déjà essayer pour voir si ça va me plaire, si je vais réussir à gérer les deux, parce que quand même, le coaching, c'est pas quelque chose que c'est pas quelque chose que je vais mettre de côté. Et aussi, je me dis, les deux sont compatibles. Surtout que j'ai changé d'idée de spécialité. Avant, je me dirigeais beaucoup vers la chirurgie. Maintenant, j'ai laissé la chirurgie de côté et je me dirige plus vers d'autres spécialités qui vont peut-être me donner plus de temps et me permettre un peu plus de rester axé sur la santé et sur le côté esthétique, on va dire. Donc, je me dis, d'un côté, ça peut être compatible, et d'un autre côté, forcément, je peux utiliser le côté médical pour faire croître le côté business, entre guillemets, et parce que on le voit sur Insta, il suffit que tu mettes une blouse et un stéto, et tu peux dire toutes les conneries du monde, les gens vont te croire parce qu'il y a docteur dans ton profil, et parce que tu portes une blouse et un stéto. Et ça, c'est quelque chose qui m'a énervé, surtout la dernière année. Je vois beaucoup de médecins qui profitent de ce statut-là pour dire des choses qui ne sont pas forcément vraies. Donc moi, je me dis, pourquoi pas combattre ce phénomène-là pour, une fois de plus, prêcher ma bonne parole à moi et utiliser mon statut de médecin, parce que pour l'instant, je joue pas du tout dessus, je joue absolument pas dessus, mais parce que pour moi, une fois de plus, je ne suis pas en train de pratiquer, donc ça serait malhonnête de ma part de mettre docteur dans ma bio Instagram et de faire des réels en blouse et en stéto. Mais par contre, si je pratique, je vais montrer mon quotidien et je vais utiliser ce statut-là pour aider plus de gens et aussi faire croître mon compte Instagram et mon activité que ce soit de coaching ou d'autres choses. Donc, les deux sont compatibles. Donc je commence, comme d'hab, je vois et ensuite j'adapte par la suite. Ok. Et là, la spécialisation, du coup, c'est combien de temps? C'est 5 ans. C'est ça le truc, c'est que okay. Tu vois, c'est avant je me disais aussi, j'ai pas envie forcément de commencer parce que j'avais envie de bouger, d'aller vivre en Asie si j'avais envie de vivre en Asie, d'aller en Australie. Parce que là, c'est quoi? C'est 5 ans en Allemagne, du coup? Ouais, c'est ça. Ouais, okay. Du coup, là, par contre, si je commence, en tout cas, si j'ai envie de finir, ça veut dire 5 ans en Allemagne, et forcément, tu as des horaires d'hôpitaux, tu as des gardes, tu n'es plus ton propre patron en termes d'emploi du temps. Donc, c'est beaucoup plus de contraintes aussi, c'est beaucoup de boulot. Mine de rien, ça fait presque 3 ans que j'ai arrêté la médecine, donc il faut que je me remette dedans. Il y a beaucoup de choses que tu oublies aussi. Donc, ça va demander beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail, beaucoup de sacrifices. Mais une fois de plus, je vais commencer. Je ne vais pas essayer de chercher à avoir les meilleures conditions. Je vais commencer et ensuite, je verrai. Si ça me va, je continue. Si ça ne me va pas, je verrai quoi faire. L'essentiel, c'est de toujours s'ouvrir un maximum de portes et de ne pas rester fixé sur une idée, quoi. C'est plus tu as d'options et plus tu peux choisir ce qui te plaît le plus. Et tu démarres quand, du coup, à la rentrée?
Ce qui est bien en Allemagne, c'est que je peux postuler absolument quand je veux. Donc, je pense que je vais démarrer dans les coups de octobre. Je vais me laisser un peu août-septembre pour encore profiter de ma famille, bouger un petit peu et aussi préparer la rentrée parce que forcément pour le coaching, septembre, c'est une période qui est propice pour proposer des nouvelles choses, en tout cas des services. Et ensuite, en octobre, je pense que je serai à fond dedans et que je commencerai sûrement en octobre. Si c'est pas octobre, ça sera novembre. Aujourd'hui, tu travailles seul dans ton business? Alors, sur mon business, je travaille seul, mais j'ai ma copine qui fait exactement la même chose. Donc, on échange nos idées. Récemment, on a lancé un accompagnement à deux, mais elle a ses propres clientes, j'ai mes propres clientes, mais c'est exactement le même système qui est calqué. C'est juste qu'elle a sa méthode, sa personnalité, que j'ai ma méthode, ma personnalité, mais c'est quasi pareil, quoi. Mais sinon, je suis tout seul. On avait juste fait appel à un monteur vidéo pour les réels qu'elle faisait surtout elle. Mais là, forcément, si je commence, je vais forcément devoir créer une équipe et déléguer un maximum de tâches qui me prennent beaucoup de temps pour que ça reste viable. Parce que sinon, ça sera juste intenable. Comment tu fais, toi, Ilias, pour continuer à progresser, à apprendre? J'achète des formations et j'achète des services d'accompagnement, tout simplement. Ouais, Bon, après, il y a quand même les livres. Franchement, les livres, une habitude qui a changé ma vie, moi, c'est de lire avant de dormir. Et récemment, tu vois, j'ai même arrêté d'écouter de la musique à la salle de sport. J'écoute soit des podcasts, soit des audiobooks. Forcément, au niveau de la concentration, c'est pas exactement la même chose, mais j'essaie de choisir des livres, par exemple, soit des autobiographies comme celle de Musk, de Steve Jobs, des personnes qui m'inspirent, ou des livres que j'ai déjà lus sous format écrit, que je vais réécouter à la salle de sport pour me réimprégner des idées, etc. Et ça, vraiment, j'apprends énormément des livres. J'apprends pas forcément tout de chaque livre, mais parfois tu tombes sur un livre qui va complètement changer ta vie parce que qui va complètement changer ta perception des choses et qui va vraiment impacter ta vie si tu passes à l'action. Après, je suis. Est-ce qu'il y a un ou deux livres qui t'ont impacté, du coup, que tu pourrais nous partager? Ça dépend des domaines. Tu vois, il y a des livres qui m'ont impacté sur le côté mindset. Il y a des livres qui m'ont impacté sur le côté financier. Il y a des livres qui m'ont impacté sur le côté inspiration, des trucs comme ça. Donc, si je devais. Vas-y, un livre sur les trois. Alors, un livre inspirationnel, un livre finance et puis un livre mindset. Alors, un livre finance, je dirais. Bon, je vais en donner deux parce que c'est deux visions différentes. Je dirais le premier qui s'appelle Your Money or Your Life, qui est beaucoup sur la gestion de l'argent et comment apprendre à gérer ses finances, etc., pour atteindre la fameuse liberté financière. Et le deuxième qui va complètement à l'encontre de ça, qui s'appelle Die with Zero, donc mourir avec zéro, qui est plus dans l'optique de tu travailles pour profiter. Tu travailles aussi pour profiter. Et si tu meurs avec 2 millions sur ton compte bancaire, ça veut dire que ça représente plein d'heures que tu as passé à travailler pour au final rien du tout, entre guillemets. Donc, c'est intéressant ça, ouais. C'est intéressant le concept. Celui-là, tu vois, c'est un livre qui a complètement changé ma perception des choses et que je recommande beaucoup aux gens qui sont, tu vois, toujours dans l'optique du toujours plus, économiser de l'argent, etc. Donc, celui-là, les deux, j'ai adoré. Après, du côté, on va dire, du côté plus mindset, habitude, etc., le fameux, tu vois, Atomic Habits de James Clear, forcément, qui est pour moi vraiment un game changer au niveau de comprendre comment une habitude se met en place et comprendre surtout comment tu passes d'un point A à un point B. Toi, tu as l'impression que ça s'est fait du jour au lendemain, mais en fait, c'est la mise en place de micro-habitudes qui, au final, cumulées sur une longue période, fait que tu deviens complètement différent et tu progresses de fou avec des micro-ajouts quotidiens. Et niveau inspirationnel, je vais dire la biographie d'Arnold de Schwarzy, où tu vois que tout est possible pour un gamin autrichien qui est né dans une campagne en fin fond de l'Autriche, parti de rien, et qui finit par, en suivant ses rêves et en croyant en lui surtout, qui finit par être 7 fois Mister Olympia, qui finit par faire qui change complètement de voix, qui fait acteur et qui fait des blockbusters de psychopathe, qui devient à l'époque l'acteur le mieux payé, le plus influent du monde, et qui une fois de plus fait un virement à 380 pour se lancer dans la politique et devenir gouverneur de la Californie.
Donc c'est niveau inspiration, c'est juste incroyable et ça te fait tu te dis, si tu crois en toi, que tu as une vision et que tu mets en place les actions quotidiennes pour atteindre ton objectif, presque rien n'est impossible. Je dirais pas que rien n'est impossible, mais presque rien n'est impossible. Donc je dirais ça. Après, il y en a franchement des livres, il y en a oui. plein. Ça, c'est juste des choix que j'ai fait sur le tas, mais ça se trouve, si tu me donnes le temps de réfléchir, je vais t'en sortir d'autres, tellement il y en a. Si demain, je te donnais 10 millions d'euros et je les mettais sur ton compte en banque, est-ce que tu changerais quelque chose à ta vie? C'est une bonne question, ça. Est-ce que je changerais quelque chose à ma vie? Pas tellement. Je changerais quelques trucs, forcément. C'est-à-dire que je pense que au niveau de la médecine, je pense que je testerai quand même pour voir si c'est quelque chose qui me plaît ou pas. Après, le choix d'arrêter ou pas serait beaucoup plus facile parce qu'il n'y aurait pas le côté financier qui rentre en jeu. Donc, à ce niveau-là. Et après, si j'aime bien médecine, je continuerai médecine jusqu'à finir ma spécialité. Et ensuite, je choisirai moi-même mes horaires de boulot. Donc, ça se trouve, j'ouvrirai un cabinet et je travaillerai que 3 jours par semaine. Et pour ensuite faire autre chose le reste du temps, où je travaillerai tous les jours, mais que à temps partiel pour pouvoir accorder du temps à d'autres activités. Et après, au niveau du coaching, je pense que je changerai pas mal de choses parce que forcément, tu as plus de moyens. Et l'argent, c'est un accélérateur, c'est un levier ultra puissant. Donc, tu peux mettre en place des choses beaucoup plus rapides. Et là, je pense que par contre, je mettrai en place clairement un écosystème directement avec une équipe pour à la fois aider beaucoup plus de gens et aussi pour scaler, quoi. Voilà, c'est ça, pour scaler à fond et aussi pour me libérer du temps pour ce qui m'intéresse le plus et ce que j'aime le plus. Donc, j'ai pas de réponse précise maintenant, mais si j'avais les 10 millions, je saurais qu'est-ce que j'aime et qu'est-ce que j'aime pas et je me libérerais du temps pour ce que j'aime et je déléguerais ce que j'aime pas. Ok, en tout cas, c'était cool. Je te remercie une nouvelle fois de ton temps. C'était super inspirant pour moi. J'espère que les autres aussi ont pris beaucoup de plaisir. Donc, merci Elias pour ce partage. Avec grand plaisir, Andy. Merci beaucoup. Moi aussi, c'était super sympa. Et franchement, avec plaisir de pouvoir rediscuter de tout ça, que ce soit en privé ou peut-être sur mon podcast une prochaine fois. Donc j'espère aussi que tous ceux qui ont écouté l'épisode, qui vont ressortir au moins avec une idée. C'est obligé. Même moi, j'ai noté 2-3 trucs et je réécouterai parce qu'il y a des choses qui sont intéressantes. Donc, j'ose estimer que certains ont pris des notes ou en tout cas ont noté des choses. Donc, merci pour tout. Tu vas profiter un peu d'Arcachon et des dunes du Pilat ou pas? Ouais, obligé. Bon, j'espère qu'il va faire un peu plus beau que là parce que là, il pleut. Mais dès que possible, je vais faire un tour au niveau de la dune. Franchement, Arcachon, c'est une région que j'adore. Et tu restes en France jusqu'à quand du coup? Alors, je reste jusqu'au 3 ou 4 août. Je n'ai pas encore pris mes billets. Okay. Et après, je vais faire un tour au niveau de l'Espagne. Ok. Ouais. Excellent. Et Cologne, tu as été au FIBO du coup ou pas? Non, à chaque fois, je le rate. À chaque fois, je le rate. Okay. Il y avait le Covid au début, donc c'était annulé. Et ensuite, il y avait mon examen d'allemand, donc je ne pouvais pas y aller, enfin, d'allemand médical, je ne pouvais pas y aller. Et là, j'étais en Asie au moment où je suis parti 3 jours avant que ça commence. Donc à chaque fois, je le rate. Bon, espérant que l'année prochaine, ce soit la bonne. Ok, merci. J'espère pouvoir aussi te rencontrer physiquement parce que c'est toujours mieux. Mais en tout cas, merci pour tout. Et puis, pensez à mettre un petit 5 étoiles, un petit commentaire à Elias. Et puis, nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel invité. Merci pour tout. Merci beaucoup, Andy. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que l'épisode vous a plu. Merci d'avoir passé ce moment en ma compagnie. 2 petites choses avant de vous quitter. Si vous cherchez les notes de l'épisode ou que vous voulez tout simplement me contacter personnellement, allez sur mon site andypoiron.com. Donc tout attaché, www.andypoiron.com. Vous trouverez toutes les informations nécessaires. Et dernière chose, et c'est la plus importante pour moi, si vous voulez m'aider à promouvoir ce podcast, eh bien vous mettez un avis 5 étoiles sur Apple Podcast. Si vous regardez cet épisode sur YouTube, eh bien pensez à liker et à vous abonner à ma chaîne YouTube et pensez à en parler autour de vous, pensez à en parler à vos amis ou à vos collègues dans le fitness. Ça permettra véritablement à ce podcast d'avoir beaucoup plus de visibilité. Voilà, en tout cas, merci, à très vite pour le prochain épisode.